On serait qui fait une Rams, quand ce type arrive sur le terrain d'entraînement, tout le monde le méprise. Ils savent qu'il est un véritable vaurien, une honte pour sa famille noble, mais il choque tout le monde quand il défie son jeune frère en duel. Tout le monde est sûr qu'il n'en sortira pas vivant parce que son frère est un génie qui a maîtrisé ses compétences toute sa vie. Notre gaz était aussi un génie quand il était petit, mais il a gâché tout son talent en buvant et en courant après les filles au lieu de s'entraîner. Pourtant, quand le combat commence, il rit simplement des mouvements pathétiques de son frère. Il bloque tout sans effort et le termine d'un seul coup. Tout le monde est choqué, incapable de comprendre comment c'est possible. Peut-être que c'était juste de la chance. Mais quand l'un des chevaliers les plus forts intervient ensuite, le résultat est le même. Christian le bat encore plus vite et l'humilie devant tous les chevaliers. C'est alors que la commandante des chevaliers perd patience. Elle ne laissera pas ce vaurien se moquer de ses chevaliers et est déterminée à lui montrer sa place. Comme tout le monde dans sa famille, elle le considère comme un déchet voué à mourir ivre quelque part. Alors elle se précipite avec une tempête de coups, mais il bloque tout, la choquant elle et tous les chevaliers une fois de plus. Et juste au moment où elle se distrait une seconde, il lui donne un coup de tête en plein visage. Elle est choquée en voyant son propre sang et arrête le combat parce qu'elle est ravie de l'entraîner et de le transformer en un guerrier imparable. Vous vous demandez peut-être comment ce salaud est devenu si fort en un instant. Le fait est que ce n'est plus le même vaurien. Un génie du futur s'est retrouvé dans son corps. Chris est en gros un touche-à-tout, mais maître de rien. C'est juste un gars moyen, avec un talent qui lui permet d'apprendre n'importe quoi instantanément. Pour se faire un nom, il a fini par rejoindre le groupe du héros. Avec son talent, il a joué un rôle important dans le groupe, s'occupant de toutes sortes de tâches, ce qui lui a valu le surnom de le Grand Extra. Mais avant qu'il ne puisse vraiment s'épanouir et exploiter son potentiel, il a connu une fin tragique lorsque l'âge de la destruction a commencé. C'était à l'époque où le roi démon de Carnage, originaire de l'Empire magique, a commencé à semer le chaos dans le Dominion de la Lumière, et le héros Evan n'était pas assez fort pour l'arrêter. Comme prévu, ils ont échoué, et le Dominion de la Lumière est finalement tombé entre les mains du roi démon de Carnage. Avant de mourir, le héros Evan avait un dernier souhait. Il voulait que Chris accède au rôle de héros. Il souhaitait pouvoir remonter le temps et faire de ce dernier souhait une réalité. Cependant, Chris ne partageait pas les mêmes sentiments. Après avoir enduré tant de difficultés dans la vie, cette mort ressemblait davantage à une miséricorde, une porte vers la liberté loin de la misère. Même s'il avait eu une seconde chance, Chris aurait préféré naître dans une famille riche. C'était sa dernière pensée avant de périr et de revenir dans le passé. Il renaquit dans le corps d'un jeune maître de l'Empire magique, le même empire d'où provenait le roi démon de Carnage. L'endroit où il est né était le clan de la magie noire, l'un des 12 clans qui soutiennent l'Empire magique, comme son nom sinistre le suggère. D'après ce qu'il comprend, il avait régressé de 15 ans dans le passé, 5 ans avant le début de l'âge de la destruction. Maintenant, Chris est un riche gamin, mais le propriétaire du corps qu'il possède maintenant est loin d'être agréable. Il habite le corps de Christian Van Baron-Khazar. Selon les souvenirs de la vie passée de Cress, Christian hérite du noble Van comme deuxième prénom, ce qui signifie qu'il fait partie d'une famille secondaire. La maison du comte Khazar est une famille secondaire du comté de Baron, également connue sous le nom de clan de la magie noire. Bien que la famille Khazar ne soit qu'une branche, elle détient encore beaucoup de pouvoir et d'influence grâce à sa bonne réputation au sein du clan de la magie noire. Leur richesse ne fait qu'amplifier leur influence. Pour souligner davantage le statut de la famille Khazar, il n'y a pas un seul démon au sein de l'Empire magique qui ne reconnaisse leur influence. La famille Khazar a 2 héritiers potentiels, mais le fils aîné, Christian, est un fauteur de troubles qui attire toujours des problèmes. Mais l'élément crucial à noter ici est que Christian a finalement été assassiné par ses proches. C'est une nouvelle brutale pour Chris, qui vient d'hériter du corps de Christian et est maintenant sur le point de mourir. Tout ce que Chris a toujours voulu, c'était naître comme le fils d'une famille riche, ordinaire, sans drame inutile, mais se lamenter sur sa malchance ne lui servira à rien. Donc il doit réfléchir sérieusement à ce qu'il doit faire pour éviter de mourir. Il lui reste encore 2 ans avant que Christian ne meure. Il est important de noter qu'il a été éliminé au sein de la maison du comte Khazar, une famille qui accorde une grande importance à l'honneur. Cela signifie probablement que Christian était un bon à rien absolu, et donc assassiné par sa propre famille, pour éviter tout dommage au nom de la famille. Alors Chris espère que s'il devient une bonne personne et reste discret, il pourrait éviter cette mort. Maintenant que la question de mourir a été réglée, Chris commence à penser à vivre une vie confortable avec tout l'argent qu'il a. Mais son rêve éveillé a vite rencontré un obstacle lorsqu'il se souvient de l'âge de destruction qui commencera dans le futur. Le roi démon de Carnage a déclenché la guerre pour sacrifier l'humanité et accomplir le Ragnarok. Au moment où quelqu'un s'en est rendu compte, il était déjà trop tard, et à la fois le Dominion de la Lumière et l'Empire magique ont connu leur fin tragique à cause du désir égoïste du roi démon. Si Chris veut vraiment survivre, il devra trouver un moyen d'arrêter l'apocalypse à venir. Le roi démon du Carnage est puissant en soi, mais il a aussi toute une armée de démons loyaux de l'Empire magique. La seule façon pour Chris d'arrêter toute cette folie
folie est de devenir plus puissant que le roi démon du carnage. La seule façon d'y parvenir est de devenir l'empereur démon lui-même et de s'asseoir au sommet de l'empire magique. Il a 5 ans avant que l'âge de la destruction ne commence, ce qui est suffisant pour élaborer un plan. S'il réussit, il ne fait aucun doute que l'empire magique tout entier lui appartiendra. Plus tard, nous voyons Christian se faire gronder par son père pour avoir quitté sa chambre malgré sa punition. Le chef de la maison ne supporte pas le fait que Chris ait osé montrer sa sale tête sans se repentir correctement de l'incident embarrassant qu'il a causé il n'y a pas longtemps. Le comte Khazar lui donne un dernier avertissement, précisant que son prochain acte de négligence sera le dernier une fois que sa tête sera coupée de son corps. L'aura menaçante, presque suffocante du comte Khazar est si intimidante que Chris tremble littéralement instinctivement. Finalement, il s'excuse sincèrement pour toutes les fautes qu'il a commises jusqu'à présent. Chris essaie de réparer sa relation avec le comte Khazar parce qu'il veut se débarrasser de la mauvaise image que tout le monde a de Christian. C'est la seule façon pour lui d'avancer avec ses plans. Il continue ses excuses, espérant toucher le cœur du comte, mais il semble que quelques mots d'excuses ne suffisent pas. Le comte n'a aucune intention de croire les paroles de son fils après tous les problèmes qu'il a causés. Pendant ce temps, Chris essaie de comprendre ce que ce salaud de Christian a bien pu faire pour que le comte perde toute confiance en lui. Il y a tellement d'histoires d'horreur que Chris a entendues sur Christian qu'il n'est même pas sûr de laquelle c'est la plus récente. Alors, il rappelle à son père qu'il a perdu une partie de ses souvenirs il y a quelques jours. À cause de cela, il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait pour que son père perde toute confiance en lui. Il continue en disant que, dans un effort pour se souvenir, il a réfléchi à ses actions passées, seulement pour réaliser à quel point il avait été horrible tout ce temps. Il assume complètement la chute qu'il a causée à la réputation de son père. Mais malgré tout cela, le comte refuse toujours de le croire. Après tout, il a entendu ses excuses d'innombrables fois auparavant. Ne voyant pas d'autre moyen de convaincre son père, Chris décide d'aller à l'extrême. Il demande sincèrement à être envoyé dans la grotte de punition, proposant d'y passer jusqu'à 1 mois pour prouver qu'il a vraiment changé. Voici une brève explication de la grotte de punition. Apparemment, c'est un endroit conçu pour emprisonner des démons de haut rang. Il n'y a pas de lumière et les 5 sens des captifs sont bloqués. Il ne faut que quelques jours avant que l'esprit d'un captif soit complètement brisé, les poussant à la folie. Avec cela à l'esprit, le comte Khazar doute que Chris puisse tenir quelques heures, encore moins 1 mois entier. Chris a déjà envisagé toutes les possibilités, mais c'est le seul moyen qui lui reste pour gagner la confiance de son père. Donc il est prêt à relever le défi. Le comte Khazar, ayant vu Christian faire d'innombrables grandes promesses auparavant, est hésitant. Chaque fois, cela s'est terminé par une déception. Mais cette fois, il est prêt à jouer le jeu et à lui donner une dernière chance. Cependant, il rend une chose parfaitement claire. Si Chris ne parvient pas à prouver qu'il est une personne différente après avoir passé 1 mois entier là-bas, il sera banni du clan. Chris sait déjà qu'être banni est en gros une condamnation à mort. Il y a d'innombrables ennemis que Christian s'est fait dans sa vie et dès qu'il perdra la protection du clan, ils viendront tous pour sa vie. Pourtant, mon gars accepte le défi. Cependant, s'il réussit, il veut que son père lui accorde une faveur. Le comte Khazar se moque de la confiance de Chris, mais accepte néanmoins à condition qu'il change vraiment pour le mieux, bien qu'il doute fortement que ce soit même vaguement possible. Plus tard, alors que Chris est assis dans sa somptueuse chambre, un démon arrive pour l'informer que la grotte de punition a été préparée. Ce type s'appelle Cox, un demi-vampire et le majordome de la maison du comte Khazar. Chris reconnaît ses paroles et après un moment, il commence à s'y rendre, portant un sac de voyage sur ses épaules. Alors qu'il marche dans les couloirs, chaque serviteur et membre de la maison chuchotent entre eux. Ils sont tous convaincus que ce bon à rien doit encore comploter quelque chose. Il se rappelle des récents ennuis qu'il a causés, insultant la jeune dame du clan de la magie du poison. Le désordre était si grave que le comte Khazar a dû personnellement s'incliner et s'excuser auprès du clan de la magie du poison. Maintenant, il est compréhensible pourquoi le comte était si furieux et méprisant envers Christian plus tôt. L'humiliation devait être si terrible que l'homme a probablement voulu mourir de honte. Certaines personnes en arrière-plan commencent même à parier que Christian ne tiendra pas plus de 2 jours dans la grotte de punition. Mais mon gars sourit avec confiance parce qu'il sait qu'il est sur le point de déjouer leurs attentes. Pendant ce temps, son petit frère observe depuis la ligne de touche, gardant un œil attentif sur lui. Un peu plus tard, ils arrivent enfin à la grotte de punition. Pour souligner à quel point cet endroit est dangereux et qu'il ne faut surtout pas s'en approcher, 2 chevaliers de la mort se tiennent comme gardes à l'entrée. Il peut sembler intimidant, mais personne n'empêche Chris d'entrer. Cependant, juste au moment où il s'apprête à entrer, son petit frère l'appelle par derrière. Voici une brève introduction à ce petit voyou. Comme vous le savez déjà, il est le frère cadet biologique de Christian et un élève modèle, Tern Van Boren Khazar. Le reste de l'introduction peut attendre car, sorti de nulle part, ce petit gars joue un tour rapide à son grand frère, arrêtant la pointe acérée de son épée juste devant les yeux de Chris. Bien que notre garçon ne réagisse pas extérieurement, son âme à l'intérieur de lui est littéralement morte d'une crise cardiaque à la vue de cette attaque. Néanmoins, Chris garde son calme et interroge son petit frère, lui demandant ce qu'il fait ici. Il s'avère que Thern est juste là pour rappeler à son grand frère à quel point il est pathétique. Il le prévient que s'il ternit encore le nom de la famille, il pourrait aussi bien être mort.
En voyant ce petit punk fougueux, Chris est presque sûr que Tern était responsable de la mort de Christian dans sa vie précédente. Chris a en fait rencontré Tern auparavant pendant l'âge de la destruction. C'était un démon célèbre pour sa magie de malédiction. Quoi qu'il en soit, Chris réagit à son petit frère avec un regard sévère. Bien sûr, ces regards intenses font frémir Tern, tandis que Chris continue de jouer les durs et entre dans la grotte, fermant la porte derrière lui. Cette démonstration d'attitude laisse Tern absolument enragé, car il n'est pas habitué à voir ce côté de son frère aîné. Revenant à Chris, il marche à travers la grotte sombre, incapable de voir ou d'entendre quoi que ce soit. Il n'y a que la plus faible sensation autour de ses doigts. En y réfléchissant, cette sensation semble délibérément laissée là pour que les prisonniers puissent sentir les objets qu'ils apportent à l'intérieur. Sinon, ils pourraient mourir de faim s'ils ne peuvent pas tâtonner à travers leurs provisions. Cependant, une personne ordinaire se sentirait rapidement mentalement épuisée dans un tel endroit, mais cela n'affecte pas Chris. Après tout, il a vécu pire durant son temps en tant que chasseur de trésors. Pour être honnête, avoir ses sens coupés est exactement ce qu'il voulait. De cette façon, il peut se concentrer sur lui-même et regarder à l'intérieur de lui. C'est la seule façon dont il pourra réparer cette épave de corps. Bien sûr, cela prendra du temps et beaucoup de chance, mais avec les compétences médicales qu'il a apprises à l'époque où on l'appelait la main divine, plus l'art de compression osseuse qu'il a modifié, il est sûr qu'il peut y arriver. Et étant l'homme riche qu'il est maintenant, il a accès à des pierres magiques avec diverses propriétés. Donc réparer son corps ici ne sera pas un problème du tout. Il pensait honnêtement qu'il ne pourrait pas mettre la main sur des pierres magiques puisqu'elles sont si chères. Mais il semble que ce soit l'un des avantages d'être riche. Dans sa vie précédente, le héros Evan et lui devaient lutter juste pour les obtenir. Sa première étape sera d'utiliser une pierre magique blanche qui purifiera toutes les toxines dans son corps. Cela pourrait être un processus ennuyeux, mais c'est une étape essentielle. Il devra nettoyer méticuleusement l'accumulation de toxines dans tout son corps, avec du mana blanc. Même la plus petite erreur causerait une douleur immense. Mais pour Chris, c'est un jeu d'enfant. Il peut le gérer très bien sans même y mettre beaucoup d'efforts. Pendant ce temps, de retour avec le comte Khazar, il demande à son majordome des nouvelles de Christian. Le majordome révèle que Christian est entré docilement dans la grotte de punition. Il est sûr que Christian sera tellement épuisé qu'il n'aura même pas la force d'appeler à l'aide. Ces mots troublants ne font qu'inquiéter davantage le comte Khazar. Il commence à se remettre en question, se demandant si c'était la bonne décision de le laisser entrer. Le comte réfléchit à quel point Christian avait un avenir prometteur en tant qu'enfant, donc il ne sait pas comment il a pu se briser si soudainement. Pendant un moment, il commence même à se demander si les talents exceptionnels de Christian lui sont montés à la tête. Indépendamment de la raison de sa chute, le comte préférerait voir Christian mourir infirme que vivre misérablement. Autant il veut croire aux paroles de Christian, autant il ne peut s'y résoudre. Après tout, ce n'est pas la première fois que son fils le trompe avec des paroles douces. Le comte, puis interroge son majordome, lui demandant s'il a remarqué que Christian portait quelque chose en entrant dans la grotte. Le majordome hésite à révéler quoi que ce soit, mais sous le regard scrutateur du comte Khazar, il est forcé de parler. Il révèle que Christian a emporté des pierres magiques avec lui dans la grotte. Parmi elles se trouvaient des pierres de rêve, qui peuvent faire halluciner n'importe qui. Le majordome craint que, puisqu'ils ne savent pas exactement ce que Christian prépare, il devrait ouvrir la grotte immédiatement. Mais le comte Khazar répond fermement par un non catégorique. Même si Christian prépare quelque chose de louche, c'est d'autant plus une raison de le laisser mourir là, misérablement. Un mois passe, et le comte Khazar se retrouve juste devant l'entrée de la grotte. Avant même que Chris n'apparaisse, le comte s'est déjà convaincu que son fils est désormais aussi bon que détruit. Mais bien sûr, ses attentes sont complètement renversées lorsqu'il voit Christian sortir de la grotte avec un large sourire sur le visage. Aussi surprenant que cela puisse être, il est indéniable que Christian a tenu sa promesse en revenant comme une personne complètement différente. Le comte ne peut s'empêcher de remarquer l'éclat dans les yeux de son fils, quelque chose qu'il n'a pas vu depuis que Christian était enfant. Ce changement pourrait être admirable, mais le comte Khazar n'est pas prêt à se détendre immédiatement. Il est toujours convaincu que ce petit accomplissement n'est pas suffisant pour le convaincre que son fils a vraiment changé. Cependant, Christian ne recule pas. Il précise qu'il continuera à travailler encore plus dur si c'est nécessaire. Christian est certain que son père pense qu'il a à peine survécu à la grotte, mais c'est loin de la vérité. En fait, Christian était tellement occupé à s'entraîner qu'il n'a même pas eu le temps de s'ennuyer. Tout d'abord, il a optimisé son corps pour maîtriser l'art de l'épée. Grâce à la pierre de mana blanche, il n'était jamais à court d'énergie, mais le véritable atout était la pierre de rêve. Le majordome avait essayé de l'empêcher d'apporter une pierre de mana narcotique dans la grotte, mais Christian était content de l'avoir obstinément apportée quand même. Les hallucinations causées par la pierre de rêve ont considérablement réduit le temps nécessaire à sa métamorphose. En plus de cela, il a créé 2 noyaux en lui-même. Christian ne pouvait s'empêcher de se sentir fier de tout ce qu'il avait accompli dans cette grotte mortelle. Il était convaincu d'être un génie. Après tout, avoir 2 noyaux n'était pas quelque chose que l'on rencontrait tous les jours. À cause de cela, il a caché son noyau de lumière à l'intérieur de son noyau de ténèbres. Si quelqu'un découvrait cela, sa réaction serait des plus explosives. Mais sa chance ne s'arrêtait pas là. Il sentait que quelqu'un dans la grotte espérait qu'il s'effondrerait sous les hallucinations. Mais Christian utilisa cela comme un catalyseur pour se pousser encore plus loin. De retour au présent, Christian veut encaisser la faveur que son père lui a promise. Il demande la permission d'utiliser les terrains d'entraînement des chevaliers du Marais Noir.
Bien sûr, le visage du comte Khazar se tord immédiatement d'agacement face à une demande aussi audacieuse et imprudente. Pour autant que le comte soit concerné, un bon arien comme Christian n'a rien à faire là-bas. Après tout, les chevaliers du Marais Noir sont l'un des 3 ordres de chevaliers qui soutiennent le clan de la magie noire, et seuls les chevaliers les plus élites sont autorisés à y montrer leurs compétences. Mais Christian reste ferme. Il ne demande pas à rejoindre leur ordre, juste à emprunter leur terrain d'entraînement. Il croit que regarder le courage des chevaliers du Marais Noir aura une influence positive sur lui. Après une brève pause, le comte Khazar accepte, bien qu'il émette un avertissement sévère. Ne te déshonore pas devant les chevaliers, ou cela se terminera par ta mort. Christian reconnaît l'avertissement, et avant que son père ne parte, il demande une autre faveur. Plus tard, Christian arrive sur le terrain d'entraînement. Alors qu'il vaque à ses occupations, des chevaliers en arrière-plan commencent à murmurer entre eux, le reconnaissant comme le jeune maître bon à rien. Les chevaliers ne cherchent même pas à cacher le fait qu'ils dénigrent le fils du comte, ce qui en dit long sur l'état de l'empire magique. Ici, la force compte plus que le statut social. Il y a une autre raison pour laquelle Christian voulait venir au terrain d'entraînement des chevaliers du Marais Noir. Il veut apparemment avoir accès à la bibliothèque. Son père lui avait dit qu'il ne pourrait entrer dans la bibliothèque qu'une fois qu'il aurait obtenu la lettre de recommandation du commandant adjoint Melon. Ce n'est qu'alors que le comte Khazar lui accorderait la clé. Vous voyez, la bibliothèque abrite tous les grimoires de magie noire de la maison Khazar. Et pour apprendre la magie noire, Chris doit obtenir l'accès. Bien que Chris ne s'oppose pas à la condition, il est perplexe quant à sa nécessité, étant donné qu'il est un membre important du clan. Son père lui rappelle l'époque où Christian a essayé de vendre les grimoires avancés sur le marché noir. Même Chris a commencé à se poser des questions sur le genre de vie que Christian menait à l'époque. Le titre de bon à rien est certainement approprié. Maintenant, la priorité absolue de Chris est d'obtenir la recommandation du commandant adjoint. Parmi les chevaliers présents, le petit frère de Chris est là aussi. Il ne perd pas une seconde avant de lancer une série de remarques colorées à son frère aîné. Bien sûr, Christian trouve ennuyeux de devoir encore une fois gérer ce gamin. Mais en y réfléchissant, un sourire se dessine sur son visage. Cela pourrait en fait être une bonne opportunité pour lui. Tern s'approche de son frère aîné, lui ordonne de faire demi-tour et de ne jamais revenir. Il insiste pour que Christian ne gâche pas la vie qu'il a sauvée de justesse dans la grotte de punition. Mais Chris reste aussi impertinent que jamais, faisant frémir le gamin une fois de plus en révélant que c'est leur père qui lui a donné la permission d'entrer sur le terrain d'entraînement. À ce moment-là, une autre figure éminente entre en scène. Le regard de cette femme pourrait couper à travers l'acier et il est clair qu'elle ne supporte pas la présence de Christian ici, peu importe même si le comte lui a donné la permission. Pour information, cette femme intimidante est le commandant adjoint Melon. Sa seule présence remplit l'air d'une énergie sombre de 4 étoiles, une tentative claire d'effrayer Chris pour qu'il s'enfuit en pleurant comme un enfant. Mais comme nous le savons, cela est loin d'être suffisant pour intimider notre garçon. Les spectateurs remarquent que Christian n'est absolument pas ébranlé par son énergie sombre, et même elle se tend en réalisant à quel point il semble déséquilibré face à cela. Christian la salue calmement et engage la conversation. Il reconnaît les erreurs de son passé et le manque de confiance que les gens ont en lui, mais il est prêt à prouver qu'il est qualifié pour utiliser le terrain d'entraînement. Christian propose qu'il combatte l'un des démons présents ici et se prouve en gagnant. Naturellement, le commandant adjoint Melon rejette sa suggestion comme une simple plaisanterie, mais Christian n'est pas là pour plaisanter. D'un ton calme, il lui demande de s'abstenir d'utiliser son énergie sombre pendant leur interaction. Il demande humblement un duel à main nue, car sa capacité à utiliser l'énergie sombre n'est actuellement pas ce qu'elle devrait être en raison de son mode de vie débauché. Melon considère sa demande. Même s'il s'agit d'un duel, elle ne peut pas se permettre de laisser l'héritier se blesser. Elle lui demande donc à nouveau s'il a vraiment ce qu'il faut pour s'engager dans un duel à main nue. Christian reste confiant et déclare qu'il aimerait choisir son adversaire, nul autre que son petit frère, Tern. Cela met Tern en rage. Il est absolument furieux d'être défié par son frère bon à rien. Même Melon pense que Christian met la main dans la gueule du lion. Elle l'avertit de choisir son adversaire plus judicieusement, étant donné que Tern est déjà au niveau 2 étoiles. Pour contexte, 2 étoiles est un niveau que peu de 2 adolescents de 13 ans peuvent atteindre. Si tu n'as pas le talent brut pour cela, peu importe que tu aies 13 ou 23 ans, tu n'effleureras même pas la surface de ce niveau, encore moins y accéder. Mais comme nous le savons déjà, Christian n'est pas non plus un faible. Il déclare fermement qu'il veut combattre quelqu'un de plus fort que lui car c'est la seule façon de prouver sa valeur. Combattre Thurn, selon lui, est le choix optimal. Cependant, il y a un hic. Si Thurn a trop peur de combattre son propre frère, cela change toute la dynamique du duel. Naturellement, Thurn tombe dans le piège et accepte le duel. Bientôt, les deux s'affrontent au centre du terrain d'entraînement. Les autres démons les entourent, attendant avec impatience que Thurn gagne et que Christian goûte l'amère défaite. Mais avant que le duel ne commence, Christian veut savoir comment le vainqueur sera décidé. Il suggère qu'ils se battent jusqu'à ce que l'un d'eux se rende. Melon, clairement mécontente de Christian, propose plutôt qu'il continue jusqu'à ce qu'un camp soit complètement incapacité. De cette façon, elle pense que Thurn aura la chance de sérieusement blesser son frère puisqu'il n'aurait pas l'option d'abandonner. Mon gars, cependant, est plus inquiet pour son adversaire que pour lui-même. Il ne veut pas sérieusement battre son petit frère. Bien sûr, ses pics énervent encore plus Thurn et il est plus enragé que jamais, impatient de montrer à son grand frère de quoi il est capable. Chris saisit l'occasion et fait son premier mouvement en giflant violemment son frère.
La gifle est humiliante et injustifiée, mais le duel a déjà commencé, donc tout est permis. Turn essaie de rendre la gifle, mais Christian l'esquive facilement en se penchant en arrière. Si Chris est honnête, c'est pratiquement un combat inéquitable, avec toutes les chances contre lui. En tant que démon qui n'a même pas encore atteint une étoile, il n'a aucune chance contre quelqu'un avec de l'énergie sombre. Cependant, dans un duel à main nue, les choses sont un peu différentes. Les mouvements maladroits de Turn donnent à Chris l'occasion parfaite de riposter, et Chris assène un coup de genou dévastateur directement dans l'estomac de Turn. La raison pour laquelle Chris l'emporte dans ce combat à main nue est l'expérience qu'il a accumulée lors d'innombrables batailles dans sa vie passée. De plus, s'il ne compte que la maîtrise des pouvoirs de lumière acquise dans la grotte de punition, il est déjà au niveau 3 étoiles, donc en gros, son frère gamin n'a aucune chance. Turn a l'air mal en point après avoir pris une telle raclée et même les spectateurs sont absolument stupéfaits. Pendant ce temps, Chris commence à lancer des coups pour agacer encore plus son petit frère. On dirait que ces remarques stupides font leur effet. Intérieurement, il s'amuse énormément à regarder ce gamin se débattre. Turn, en revanche, est certain que Christian doit utiliser une sorte de ruse. Christian lui fait savoir qu'il n'y a pas de ruse en jeu, c'est simplement que Turn est faible. Cette remarque frappe fort et Turn en ressent la piqûre. Alors que Chris continue ses taquineries loufoques, Turn n'en peut plus. Il serre le poing, une énergie sombre émanant de lui de manière inquiétante, et lance un coup de poing. Chris évite facilement le coup direct, mais Turn continue son barrage incessant de coups, dont aucun ne touche même Chris. Finalement, Chris part un des coups, et après avoir annulé l'énergie sombre de son petit frère, il lui assène un coup brutal. Ce seul coup suffit à faire cracher du sang à Turn avant qu'il ne s'effondre au sol. Les spectateurs éclatent en murmures et commérages, croyant que Turn a dû baisser sa garde ou simplement ne voulait pas blesser son frère bon à rien. Après tout, que Turn soit mis KO par son frère aîné bon à rien n'a pas de sens. Mais le commandant adjoint Melon sait exactement ce qui vient de se passer et cela la rend complètement folle d'étonnement. Chris, quant à lui, veut que Melon confirme s'il a fait ses preuves ou s'il reste encore quelque chose à faire. Melon, encore sous le choc, confirme qu'il s'est effectivement prouvé. Cette confirmation sonne comme de la musique aux oreilles de Christian et maintenant il est prêt à mettre son prochain plan en action. Plus tard, assis dans sa chambre, Chris réfléchit à la façon dont il a enfin atteint une étoile en magie noire. Comme il n'est pas encore complètement habitué à manipuler l'énergie noire et qu'il restait beaucoup de résidus laissés par Christian, cela a pris plus de temps que prévu. Quant à manier le pouvoir de la lumière en même temps, il devra augmenter son niveau avant que cela ne soit possible. Soudain, sa servante assignée, Marie, apparaît à son appel. Elle est en réalité un esprit maléfique de haut niveau, une banshee. Chris ne peut s'empêcher de se sentir un peu effrayé de voir qu'ils utilisent un esprit comme sa servante. Il est tellement effrayé qu'il envisage même de demander au comte de la remplacer. Quoi qu'il en soit, il lui ordonne d'aller chercher du jus, prévoyant de le boire avant de commencer son entraînement. Marie reconnaît ses ordres mais veut confirmer si elle doit préparer le jus avec du sang humain, car le jus de sang a bien meilleur goût que toute autre chose. Elle continue d'insister sur le jus de sang, tandis que Christian, totalement perturbé par ses suggestions morbides, veut juste du jus de fraise, rien de plus. Un peu plus tard, alors que Christian s'apprête à partir s'entraîner, le majordome l'interpelle par derrière, en lui suggérant de reconsidérer sa sortie. Le majordome exprime son inquiétude que Christian se soit trop poussé ces derniers temps. Il est clairement fier et heureux de voir à quel point le jeune maître a été diligent et sincère, même si tout le monde le considérait comme un bon à rien. Il a toujours cru en Christian. Christian, cependant, voit à travers l'hypocrisie de ce salaud. Il lance au majordome un regard meurtrier, ne voulant aucune validation d'un simple serviteur. Le pauvre majordome s'excuse rapidement car il ne voulait pas dépasser ses limites. Avec ces mots, le pauvre homme s'en va, non sans avoir souhaité à Christian un bon entraînement. Chris, cependant, ressent quelque chose de suspect chez ce type, mais il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Plus tard, alors que Chris se promène dans le domaine, il remarque que le comportement et le regard des gens autour de lui sont devenus plus doux et plus dociles envers lui. Il voit cela comme une excellente occasion de les conquérir petit à petit. Après tout, quand le fer est chaud, pourquoi ne pas frapper? Après avoir posé son sac, il commence à brandir son épée. Un démon remarque cela et se rend rapidement auprès du commandant adjoint Melon pour le signaler. Il rapporte que le jeune maître Christian s'est à nouveau présenté au terrain d'entraînement aujourd'hui. En entendant cela, le commandant adjoint Melon devient sérieux, sa curiosité éveillée par les actions de Christian. Elle ne peut ignorer à quel point ses mouvements étaient impressionnants lors de son duel avec Turn, raffinés et précis. Elle est impatiente de découvrir ce que Christian manigance réellement. Ce qui la tient en haleine, c'est le fait que Christian a pu dissiper l'énergie sombre de son frère au moment parfait. Cette révélation explique comment il a contrôlé le combat dès le début. Si c'est le cas, il pourrait même avoir le talent pour surpasser Lord Eschid de Baron, qui est l'héritier direct de la famille principale. Mais encore une fois, Christian n'est qu'un bâtard qui a déjà perdu son énergie sombre à cause de son mode de vie débauché. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse combler l'énorme écart de puissance entre lui et Lord Eschid de Baron. Melon sort en faisant semblant de ne pas être au courant de la présence de Christian. Lorsqu'elle sort réellement, elle remarque que Christian a mis à terre son adversaire, Canon. Les spectateurs sont stupéfaits qu'il ait vaincu l'un des leurs qui est un démon d'une étoile.
Il est inconcevable que ce bâtard ait atteint une étoile. Même Melon ne peut s'empêcher de regarder avec admiration. Christian, en revanche, se sent déçu par la faiblesse de ses chevaliers du Marais Noir si réputés. Personne ne semble lui poser un véritable défi. Il se demande si quelqu'un ici a ce qu'il faut pour être un vrai combattant. Naturellement, les démons qui entendent la pique de Christian deviennent visiblement agités en voyant comment il dénigre leur rang. Un des grands démons nommé Thorin s'avance pour défier Christian. Voyant cela, Chris fait simplement signe au grand salaud d'avancer. Il est absolument ravi que ces clowns tombent directement dans ses pièges. Thorin, avide de combat, brandit son épée et il s'engage dans un échange féroce. Alors qu'ils échangent des coups, Chris réfléchit à la façon dont il ne s'attendait pas à ce qu'ils lui enseignent docilement leurs techniques secrètes de chevalier. Il prend des notes sur chaque mouvement de son adversaire, cartographiant les techniques dans son esprit. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que la technique d'escrime que Thorin utilise est connue sous le nom d'escrime debout, un style très réputé. Après avoir noté la technique, il décide de l'essayer lui-même. Dès qu'il le fait, il porte un coup précis en plein visage de Thorin. Avec juste cela, le puissant Thorin embrasse le sol. Comme d'habitude, les autres démons assistant à ce combat sont complètement stupéfaits, y compris le commandant adjoint Melon. Elle réalise maintenant pleinement que la victoire précédente de Christian contre Thurn n'était pas un coup de chance. Une fois de plus, mon gars exprime sa déception. Avant tout cela, il tenait ses chevaliers en haute estime, mais maintenant il se révèle n'être rien de plus que des sacs de frappe. Il lance ensuite une pique directement à l'adresse de la commandante en second melon pour avoir formé des guerriers aussi faibles et pathétiques. Les démons en marge savent pertinemment que Christian ne devrait pas se frotter à la commandante en second melon, et Melon pense de même. Elle est certaine que les victoires inattendues de Christian lui montent à la tête, mais mon gars est prêt à prouver sa valeur. Et pour cela, il la défie directement. Bien sûr, la dame mord à l'hameçon. Dans un accès de rage, elle brandit son épée si fort que la pression pure détruit le sol sous eux. À ce stade, elle perd complètement le contrôle, sa rage bouillonnant après l'humiliation constante que Christian lui a infligée. Cette démonstration de puissance est destinée à montrer qu'elle pourrait le mettre à terre en quelques secondes si elle le devait. Mon gars n'hésite pas à admettre qu'elle a effectivement l'avantage avec toute sa force, mais il soutient que ce n'est pas juste. Selon les règles, l'utilisation de l'énergie sombre n'est autorisée que contre des adversaires jusqu'au niveau une étoile. Et comme il est seulement au niveau une étoile, elle ne peut pas utiliser la magie sombre contre lui. Elle n'est autorisée à utiliser que l'énergie sombre. Il affirme qu'il est juste qu'ils se battent avec des épées en bois. Melon accepte sa suggestion. Même avec ce handicap, elle est sûre de pouvoir lui détruire les jambes avec juste une épée en bois. Pas besoin de perdre du temps avec des bavardages. Que la bataille commence. Le commandant adjoint Melon prend l'initiative, lançant son épée sur Christian. Il bloque son attaque directe avec sa propre épée et il s'engage dans un échange de coups féroces. Leurs mouvements sont si rapides que les spectateurs ont du mal à suivre. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Christian tient tête contre elle. Même Melon commence à s'agiter en réalisant qu'aucune attaque ne l'atteint. Même s'il n'est qu'un faible et ne devrait pas avoir de chance contre elle, la situation est étrangement similaire au combat précédent où ses adversaires n'ont pas réussi à lui porter un seul coup. Voyant la détresse sur son visage, Chris ne peut s'empêcher de lui lancer des piques, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Elle lève son épée, la charge d'énergie sombre et l'abat violemment. Mais Christian l'esquive facilement, fonce sur elle et lui assène un coup de tête violent en plein visage. L'impact fait éclater son nez. Ce coup était un risque calculé de la part de notre garçon. Il a réalisé que tant que la magie noire de Melon était liée, elle ne pourrait pas bloquer une telle ouverture avec seulement la force physique. Son intuition était parfaitement juste. Si Melon avait été un démon se concentrant uniquement sur l'épée, cela n'aurait pas fonctionné. Au lieu de transpirer de peur après avoir versé son sang, Melon éclate de rire. Elle trouve cela plutôt adorable et drôle parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui donne un coup de tête. Finalement, elle admet qu'elle avait tort de le sous-estimer et promet de lui accorder personnellement l'attention supplémentaire qu'il mérite pour l'aider à grandir. Mais ensuite, Christian révèle quelque chose de choquant. Quand il lui a donné un coup de tête, il lui a griffé le cou. Si ses ongles avaient été empoisonnés, elle serait déjà morte. Melon accepte sincèrement sa défaite et est prête à exaucer n'importe quel souhait qu'il désire. Cependant, elle veut un autre duel avec lui. Chris n'a aucun problème avec un rematch, mais il fait une demande en retour. Melon accepte sans hésitation. Profitant de l'occasion, Chris demande si elle peut s'agenouiller devant lui. C'est une demande choquante. Pour Melon, c'est une demande impossible. Sa loyauté est envers la famille principale du clan de magie noire, la maison Baron. Chris reconnaît ce qu'elle sous-entend, mais lui assure que cela n'aura pas d'importance quand il deviendra le prochain chef du clan, ce qui fera de lui le grand patron. Melon est étonné par cela, le rejetant comme un vœu pieux. Après tout, il y a 5 jeunes seigneurs reconnus pour les rites de succession, et ils sont tous des descendants directs de la famille principale. Christian, en tant que bâtard, n'a aucune chance. Christian affiche un sourire rusé, rappelant à Melon qu'il n'y a pas de règle empêchant un membre d'une branche familiale de devenir un jeune seigneur. Quoi qu'il en soit, il accepte le défi pour un autre duel. Cependant, leur prochain combat aura lieu dans 1 mois, et il n'y aura aucune restriction, ce qui signifie qu'ils pourront se donner à fond. Melon n'a aucun problème avec cela. En fait, elle peut déjà imaginer la défaite humiliante qui l'attend. Chris, quant à lui, la prévient de ne pas être trop sûr.
Après tout, le monde est imprévisible. Sur ce, il lui fait ses adieux et promet de la revoir dans un mois. Il jure silencieusement de lui faire réaliser à qui sa véritable loyauté appartient. Plus tard, Christian présente la lettre de recommandation du commandant adjoint Melon à son père. En remettant la lettre de recommandation, il saisit également l'occasion de donner son avis sur les fondamentaux médiocres du démon et suggère de mettre davantage l'accent sur leur entraînement. La scène se déplace ensuite un peu plus tôt où Melon, ayant affronté Christian sur le champ de bataille, révèle tout à son père concernant sa progression. Malgré son faible rang étoilé, il a facilement vaincu des adversaires avec de solides bases, et même Melon elle-même avait été humiliée par son habileté inattendue. Elle admet qu'elle a apprécié le combat, bien que la défaite l'ait prise par surprise. Dans le présent, le comte continue de fixer son fils, prenant un long moment de silence pour s'assurer que la personne devant lui est bien Christian. Enfin, il tend la main, remettant la clé de la bibliothèque. Plus tard, Christian ressent une satisfaction en tenant la clé. Non seulement il a obtenu la clé de la bibliothèque, mais il a aussi gagné la confiance de Melon. Vous voyez, Melon est un démon de la famille principale du clan de la magie noire. Elle était autrefois un démon de haut niveau à 6 étoiles pendant l'âge de la destruction. Si Christian veut prendre le contrôle de tout le clan de la magie noire, il doit l'avoir de son côté. Il ne l'a pas encore complètement conquise, mais il est confiant qu'un mois suffira. En s'éloignant, fier de ses réalisations, il se remémore l'expression confuse mais indéniablement fière du comte Khazar. Chris reconnaît que même les démons ont des attaches familiales, et il peut dire que le comte Khazar est un bien meilleur père que celui qu'il avait dans sa vie précédente. Pour cette raison, il se promet de rendre son nouveau père fier. Une fois à l'intérieur de la bibliothèque, Chris prend note de tous les grimoires interdits dans le Dominion de la Lumière, tels que la magie du sang, les études d'invocation et les études de malédiction parmi eux. Il tire un livre de l'étagère, mais juste à ce moment-là, son esprit maléfique apparaît soudainement, le surprenant. Oui, quand il lui demande ce qu'elle fait là, elle révèle qu'elle était autrefois la bibliothécaire de cet endroit même. Elle admet aussi qu'elle a des sentiments pour Christian, mais il ne partage pas ses affections. Malgré cela, elle continue de flirter avec lui, ce qui le met mal à l'aise. Plus sérieusement, elle souligne que le grimoire que Christian a choisi est un livre de magie noire à 4 étoiles connu sous le nom de Sceau de liaison, et elle n'est pas sûre de la façon dont il compte le comprendre. Christian, bombant le torse, déclare avec confiance qu'il est un génie. Marie, ne croyant pas à ses balivernes, adopte néanmoins une façade de soutien et le félicite. Par curiosité, elle demande pourquoi il a choisi ce livre, et il répond de manière énigmatique qu'il essaie d'attraper un rat. Le suspense plane dans l'air alors que la scène passe à Chris faisant ses exercices habituels avec les démons. Il réfléchit à ses suspects potentiels qui pourraient être les rats qu'il cherche. Le premier sur la liste est Therne, son petit frère, qui le méprise plus que quiconque dans la maison. Le deuxième est Cox, leur majordome, qui n'est pas un descendant du clan mais a libre accès à la cave de punition. Les démons tiennent les personnes puissantes en plus haute estime que celles de statut social élevé, donc il n'est pas logique que Cox tourne autour d'un gars comme lui qui est juste une mauviette. Il est possible qu'il y ait une tierce partie derrière les actions de Cox, mais qui que ce soit, il veut faire tomber Christian. Ce qui est le plus notable, c'est que Cox lui a donné une pierre de rêve avant qu'il ne se rende à la grotte de punition, ce qui équivaut à une condamnation à mort. Pour attraper les rats, Chris décide de jouer le rôle du bâtard que ses ennemis veulent qu'il soit. S'ils le voient ruiner sa vie, ils seront probablement pleins d'espoir, ce qui lui facilitera la tâche pour repérer qui est derrière le complot. Il s'arrête brusquement au milieu de son entraînement, faisant une crise sur la difficulté de tout cela. Il arrête les exercices pour la journée, décidant de se reposer. Son changement soudain prend les autres par surprise, comme il s'y attendait. Plus tard, à table avec son père, Chris fait une scène. Son père, bouillant de fureur, se sent idiot d'avoir jamais pensé que son fils pourrait se racheter. Dans une immense déception, il quitte la table. Alors que Chris regarde le comte bouder, il ressent une pointe de tristesse, mais il sait que c'est pour le bien de la famille. Il travaille dur pour répandre des rumeurs selon lesquelles il est revenu à ses anciennes habitudes rebelles, comme intimider les domestiques pendant qu'elles nettoient, gaspiller de l'argent comme si c'était de l'eau. Mais quand il veut boire de l'alcool, sa servante personnelle prépare toujours du vin sans trace d'alcool. Chris essaie de la convaincre de préparer de vraies boissons alcoolisées car cela fait partie de son plan pour attraper un traître. Il espère que celui qui est derrière le complot pensera qu'il est redevenu le salaud dépensier qu'ils veulent qu'il soit. Il montre ensuite sa maîtrise du sort de sceau de liaison qui surprend même sa fidèle servante. Elle est laissée perplexe de voir qu'il a déjà maîtrisé le sort. Mais Chris ne perd pas de temps à se vanter de son génie, quelque chose qu'il prétend depuis toujours. Il explique que pendant tout le temps qu'il passait à causer des problèmes, il étudiait aussi secrètement pour maîtriser plusieurs sorts. Avant qu'il ne puisse se célébrer, son petit frère, Therne, arrive dans sa chambre à l'improviste. Voyant cela, Christian change rapidement d'attitude et se transforme instantanément du génie sobre en un ivrogne dégénéré, jouant le rôle d'un perdant. Les yeux de Therne se plaignent de colère alors qu'il est finalement convaincu que rien n'a changé chez son frère idiot. Cette réaction furieuse et intense de Therne confirme à Chris qu'il n'est impliqué dans aucun des complots contre lui. Puisque Therne est innocent, il décide de partager une partie de son secret avec lui, révélant qu'il y a un rat dans la maison, un traître qui souhaite sa chute. Site 13.
Chris prévoit de jouer le rôle de l'imbécile imprudent pour l'instant, prétendant être exactement ce que ses ennemis veulent qu'il soit afin qu'il puisse être facilement identifié. Pour convaincre davantage son frère, il lui montre le vin qu'il a bu, laissant Tern le sentir pour montrer qu'il est faux, destiné uniquement à maintenir sa façade. Bien que Chris ne sache toujours pas qui est le traître, il est certain qu'il se rapproche de les attirer. Juste à ce moment-là, un serviteur se précipite après avoir entendu le bruit de verre brisé. Christian reprend immédiatement son personnage ivre, exigeant que le serviteur dise au majordome que le vin qu'il a envoyé n'est pas le bon et qu'il lui apporte la bonne bouteille. Le serviteur s'excuse abondamment avant d'informer Chris que Cox est actuellement occupé. Chris, toujours en train de jouer le marin après trop de verre, décide de rendre visite personnellement au majordome. Son frère, en arrière-plan, ne peut que regarder avec incrédulité, voyant à quel point ce salaud joue le rôle de poivreau de manière réaliste. Quand Christian rencontre enfin Cox, il renverse délibérément la bouteille de vin sur la tête du majordome, la faisant se renverser sur lui. Il l'accuse de tenter de jouer des tours en lui envoyant le mauvais vin. Cox s'excuse et insiste sur le fait que le bon vin sera apporté immédiatement. Chris, cependant, insiste pour aller le chercher lui-même. Cox essaie de rester calme en expliquant qu'il s'occupe de quelque chose de plus urgent et suggère que le vin peut être livré plus tard, mais Christian continue de pousser, essayant de provoquer Cox. Finalement, Cox part chercher le vin. Chris est stupéfait par la patience de ce salaud. Bien que Cox puisse masquer ses émotions, Chris peut sentir l'hostilité émaner de lui. Une fois que Chris est seul, il commence à parcourir les documents que le majordome avait préparés. En feuilletant les papiers, un large sourire s'étend sur son visage lorsqu'il remarque que le majordome avait détourné des fonds. Si Cox est vraiment un rat, il est naturel qu'il ait trafiqué les finances, mais il n'y a pas encore de preuves claires pour confirmer qu'il est effectivement le rat. Bientôt, Cox revient avec le bon vin. Christian, jouant toujours son rôle, accepte la bouteille et se demande si le majordome est en colère contre lui pour son comportement impudent. Le majordome, cependant, semble reconnaissant de l'opportunité de servir son jeune maître. Avant de partir, Cox transmet un message indiquant que des amis de Christian veulent le rencontrer à leur repère habituel. Bien sûr, Chris n'a aucune idée de qui sont réellement ses amis. Cox l'avertit de les éviter, affirmant qu'ils sont des ennuis, mais cela intrigue encore plus Chris, l'incitant à rencontrer ces individus mystérieux. Au repère, nous sommes accueillis par un somptueux étalage de nourriture. Alors que Chris est assis là, son attention est immédiatement attirée par la servante terrifiée servant des boissons. Il ne peut s'empêcher de commenter sur comment ces porcs ont fait verser des boissons à la pauvre fille pour leur gros derrière. Alors qu'elle lui sert un verre, il remarque quelque chose d'étrange. Sans hésitation, il jette le vin au visage du gros assis à la table. Il ne tourne pas autour du pot avant de les accuser d'avoir trafiqué sa boisson avec quelque chose de louche. Avant que les choses ne s'aggravent, il utilise la magie noire pour assommer la servante, ne voulant pas la traumatiser avec la scène qui va se dérouler. Le groupe est stupéfait de le voir utiliser la magie noire, surpris que Christian ait déjà appris des techniques aussi puissantes. Mais avant qu'il ne puisse réagir, mon gars claque les deux coupables sur la table, provoquant des éclaboussures de sang. Le gros exige de savoir pourquoi il a été attaqué. Chris, en réponse, sort un poignard parce qu'il ne tolérera aucune prétention de leur part. Après un certain interrogatoire, le maigre finit par avouer qu'il ne faisait que suivre les ordres de quelqu'un qui les avait fait chanter avec de la drogue qu'il avait, lui et son ami, fait passer en contrebande. Ils avaient reçu l'ordre d'accuser Christian d'un meurtre qu'ils avaient l'intention de commettre sur la servante. Chris les presse pour connaître l'identité du cerveau. Le maigre hésite, mais pour le faire parler, mon gars fait savoir à ce salaud qui commande ici. À contre-cœur, le salaud maigre révèle la vérité. Cox est celui derrière le complot. Avec tout exposé, les deux gars supplinent pour leur vie, promettant de faire tout ce que Christian commande. Christian, après un bref moment de réflexion, accepte de les épargner à condition qu'ils suivent ses ordres sans question. Juste au cas où, il leur fait promettre cela 2 fois, et une fois qu'ils promettent, il utilise son sort de lien sur eux. Le lendemain, Cox se précipite chez le comte Khazar pour rapporter que Christian a commis un meurtre. Il prétend que Christian, ivre, a tué la servante qui lui servait à boire et a jeté son corps dans la rivière. En entendant cela, le comte ordonne immédiatement que Christian soit amené devant le tribunal démoniaque pour répondre de ses actes. Au tribunal, Christian plaide immédiatement son innocence. Le comte, cependant, n'est pas convaincu et insiste sur le fait que les témoignages des témoins prouveront sa culpabilité. Christian déclare calmement que le meurtre n'a jamais eu lieu et que, par conséquent, les témoins doivent se tromper. Pour prouver son point, Christian désigne la servante qui, à la stupéfaction générale, entre dans la salle d'audience parfaitement vivante et en bonne santé. Les deux conspirateurs commencent à paniquer lorsqu'ils réalisent qu'ils vont se faire avoir. La servante révèle que Christian l'a en fait aidée en la raccompagnant chez elle et en lui donnant même de l'argent pour payer son loyer. En ce qui la concerne, ce sont les 2 hommes qui se tiennent là qui ont essayé de la tuer. Le tribunal éclate de stupeur et les 2 coupables sont démasqués pour leur trahison. Pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil, mon gars utilise sa magie et fait parler ses 2 amis comme les perroquets qu'ils sont sous son commandement. Ils admettent avoir fait un faux rapport sur Christian prenant la vie d'une jeune fille. De plus, ils ont reçu l'ordre de Butler Cox d'accuser le jeune maître de ce meurtre. Sans surprise, le majordome commence à paniquer et à se défendre comme si sa vie en dépendait, ce qui, eh bien, est le cas. Sister Sir Burles, Sir.
Chris savait déjà que cet imbécile réagirait exactement comme ça, alors il s'y était déjà préparé. Il s'adresse à son père et demande à emprunter son autorité pendant un moment parce qu'il a une question directe à poser à Butler Cox. Il promet que cette seule question suffira à séparer le bon grain de l'ivraie. Son père accepte et donne rapidement à Cox l'occasion de se défendre. Cox est donc invité à se tenir à la barre des accusés. Avant que Chris ne puisse monter à la barre du jury, son père lui fait savoir que s'il abuse de son autorité, il en sera immédiatement dépouillé. Une fois que Chris monte à la barre du juge, il commence à interroger Cox avec l'autorité qui lui a été accordée. Tout d'abord, il veut que le défendeur Cox jure qu'il ne dira que la vérité. Cox, bien sûr, jure immédiatement, pas qu'il ait le choix. Mais dès que Cox jure 2 fois, mon gars utilise sa magie de sceau contraignant sur lui. Même les gens dans la salle d'audience ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Leur réaction est d'émerveillement car il est impossible qu'un simple gamin puisse manier la magie noire de 4 étoiles. Avant de continuer, nous apprenons un peu sur ce sceau de liaison. En gros, mon gars a modifié le sceau de liaison pour qu'il puisse être utilisé même avec un rang d'étoiles inférieur. Cependant, il a des conditions supplémentaires. Chris a besoin que la cible jure 2 fois. Maintenant, cela a du sens pourquoi il a fait jurer Cox 2 fois et aussi pourquoi il a fait promettre ses 2 sbires 2 fois avant de détourner leur cerveau. Maintenant que le sceau de liaison est un succès, mon gars interroge cet imbécile sur la raison pour laquelle il a engagé ces deux-là pour salir son nom. Le sceau de liaison commence à consommer l'esprit de Cox lorsqu'il essaie d'éviter de répondre. Il parvient à endurer la douleur pendant un moment, mais finit par révéler qu'il a reçu des ordres de quelqu'un. L'homme qui lui a donné l'ordre l'a également menacé à propos de la corruption dans laquelle il était impliqué avec les finances, donc Cox n'avait pas d'autre choix que de se conformer. Avant de faire admettre quoi que ce soit de plus à Cox, mon gars veut qu'il confirme s'il parle du détournement de fonds qu'il a commis dans le dos du comte. Après avoir confirmé ce petit fait, Chris poursuit le procès, demandant à propos de la personne qui lui a donné l'ordre. Lorsque Cox refuse de parler, la douleur s'intensifie, le forçant à prononcer le nom de Sir Echid. Cette nouvelle tombe comme une bombe sur tout le monde, lorsqu'il réalise que c'était le 2e fils du clan de la magie noire, Sir Echid de Baron, qui tirait les ficelles. Cox révèle en outre que maintenant qu'il a tout dévoilé, il sera tué par Echid. Mais avant que Sir Echid ne puisse menacer la vie de Cox, mon gars tranche la tête de ce traître juste devant le comte Khazar. Avant que quiconque ne puisse commencer à jacasser sur son geste audacieux, Chris précise qu'il a puni le pécheur sous l'autorité qu'il a empruntée au comte. Le comte interroge alors Christian sur la raison pour laquelle il a jugé que Cox méritait une peine de mort. Eh bien, la raison de Chris est simple. Même si ce salaud était laissé en vie, la famille principale fabriquerait probablement des preuves et couvrirait l'incident. Et se mettre à dos la famille principale est la dernière chose qu'ils peuvent se permettre. De plus, cet incident a révélé à tout le monde comment Ed a essayé de le saboter. Au moment suivant, le comte Khazar invoque un portail et le père et le fils entrent dans le terrain d'entraînement secret pour avoir une conversation privée. Après tout, il y avait tout simplement trop de monde dans la salle d'audience. D'après ce que le comte comprend, la seule raison pour laquelle il y a des problèmes est à cause du conflit de succession. Le comte sait très bien que le pouvoir et l'autorité d'une famille sont directement liés au successeur qu'elle soutient, donc il est naturel que cela se sente menacé. Cependant, dans la situation actuelle, le comte veut soutenir la première jeune dame puisque le premier jeune lord n'est pas une option. Mais c'est alors que Chris se propose comme la prochaine option. Il veut se porter volontaire pour devenir le prochain successeur. Il va sans dire que le comte rejette l'idée. C'est impossible, mais Christian rappelle à son père que n'importe qui d'une famille secondaire peut être reconnu comme un successeur potentiel s'il possède les capacités nécessaires. Son père, cependant, pense que cela n'est vrai qu'en théorie. Quelque chose comme ça dans leur clan est sans précédent. C'est alors que Chris rappelle à son père que le voit comme un rival potentiel, ce qui est la seule raison pour laquelle il voulait l'éliminer. Le comte reconnaît que Christian était peut-être plus talentueux que pendant l'enfance, mais qu'à présent est bien en avance. Chris, cependant, croit qu'il a déjà commencé à rattraper son retard. Et pour accélérer encore plus sa croissance, il veut que son père utilise son autorité pour le recommander pour le rite sacré des ténèbres, qui doit avoir lieu dans 2 mois. Le comte lui rappelle qu'il faut être au moins 2 étoiles pour envisager de participer au rite. Eh bien, c'est le moindre des soucis de Christian. Il promet d'atteindre 2 étoiles dans les 2 prochains mois, donc il espère que son père lui accordera cette faveur. Eh bien, on dirait que le comte n'a pas d'autre choix que d'obéir à l'ordre du jeune maître. Plus tard, nous voyons des serviteurs murmurer entre eux à quel point notre garçon a changé. Des rumeurs circulent selon lesquelles le comte l'entraîne personnellement ces jours-ci. On dit que l'entraînement que Christian subit est si dur que même les chevaliers expérimentés peuvent à peine le supporter. Nous passons ensuite rapidement à notre garçon, qui découpe des choses avec les nouvelles techniques d'épée qu'il a apprises. En voyant ses progrès, même le comte est étonné de la rapidité avec laquelle Christian s'adapte, comme s'il apprenait en quelques jours. Le comte est encore plus choqué lorsqu'il voit Christian exécuter une autre technique contre un mannequin d'entraînement, le découpant membre par membre. Apparemment, Chris a mélangé l'art de l'épée de boue avec l'énergie de l'épée de la faux noire, créant une technique ultime capable de trancher net, ce que l'art de l'épée de boue seul ne pouvait pas accomplir. Bien sûr, l'âme du comte quitte pratiquement son corps en voyant une telle prouesse. Normalement, utiliser 2 techniques en même temps rendrait difficile le lancement de malédiction, mais Chris trouve cela super facile.
En fait, c'est à peine un inconvénient pour lui. 15 jours passent et nous voyons notre garçon totalement épuisé par terre. Bien que ce type puisse réaliser des prouesses complexes en escrime, il ne peut pas supporter la fatigue du cardio après avoir couru. Pire encore, il n'y a aucun moyen de tricher pour s'en sortir puisque l'endurance s'accumule progressivement. Alors qu'il reprend son souffle, le commandant adjoint Melon surgit de nulle part. Elle est juste là pour lui rappeler doucement le duel imminent qui approche à grands pas. Elle attend avec impatience le jour fatidique où ils échangeront à nouveau des coups. Alors qu'il fait de son mieux pour s'améliorer, elle pense que ce n'est toujours pas suffisant pour combler l'écart de puissance entre eux. Ainsi, son rêve de la faire s'agenouiller devant lui n'est qu'une pensée qui existe dans sa tête, mais Chris est confiant, déterminé à transformer cette pensée en réalité. Elle aime son esprit de guerrier. Alors avant de partir, elle le félicite pour cela et espère le voir donner le meilleur de lui-même juste pour qu'il puisse suffisamment l'amuser. Pour contexte, Melon est actuellement un 4 étoiles supérieur. Dans un seul niveau, il y a 3 échelons, inférieur, moyen et supérieur. Même si Christian est un supérieur une étoile, il est encore bien en dessous de son niveau. Mais il semble que notre frère ait déjà un plan parfait pour surmonter cet écart. Après tout, il est maintenant un gosse de riche et il prévoit d'en tirer parti. Plus tard, il rencontre son esprit maléfique, Marie, qui est à couper le souffle. Comme c'est leur première sortie ensemble, elle s'est assurée de bien s'habiller. On dirait presque qu'elle transforme cela en rendez-vous. Christian, bien sûr, ni l'avoir invité. Il lui avait seulement dit de préparer ses bagages, et c'est tout. Mais la façon dont Marie semble si obsédée, on dirait que le pauvre gars ne peut pas souffler. Il a même demandé à son père s'il pouvait se débarrasser de cet esprit maléfique amoureux et avoir un assistant humain, mais son père lui a tristement rappelé le contrat maître-serviteur que Christian a avec Marie. Après tout, une Banshee de haut rang ne peut pas être gérée sans contrat. Ce qui est pire, c'est que s'il veut annuler ce contrat, il doit échanger un baiser profond avec Marie. Retour au présent. Christian rappelle une fois de plus à Marie qu'elle ne peut pas venir, car il se rend dans un endroit où ils rencontreront beaucoup de monde. Il s'inquiète qu'elle puisse finir par blesser des gens avec son énergie spirituelle, ce qu'il n'aime pas. Bien sûr, Marie commence à agir comme un chiot mignon et pleurnichard. Après l'avoir culpabilisé davantage sur le fait qu'elle n'a pas vu le monde extérieur depuis des décennies, elle finit par le convaincre. Bien que Christian lui donne à contre-cœur la permission de l'accompagner, il veut toujours qu'elle reste éloignée des autres personnes. La fille passe littéralement d'un état de pleurs à une charmante jolie dame en obtenant la permission. Alors qu'elle commence à le suivre, elle est assez curieuse de connaître le but de cette sortie, à quoi il répond qu'il veut accumuler des profits. Marie le couvre rapidement de pièces d'or qu'il lui a dit de porter, lui rappelant qu'il a déjà beaucoup d'argent, alors pourquoi a-t-il besoin de plus? Tout d'abord, il précise que cet argent n'est pas suffisant, et deuxièmement, il veut qu'elle remette cet argent. Quoi qu'il en soit, elle continue de deviner ce qu'il pourrait chercher, peut-être plus d'or ou la propriété de terre, mais chaque supposition qu'elle fait est complètement à côté de la plaque. Une fois qu'ils arrivent à la calèche qu'ils sont censés conduire, Christian est frappé par un autre invité non invité qui se joint à ce voyage. Et cette personne est, bien sûr, son petit frère. Fern attendait son arrivée comme un frère snob, ce à quoi Chris ne s'attendait pas. Apparemment, le gamin veut le surveiller au cas où il redeviendrait un vaurien. De plus, cela ne s'arrange pas quand cet homme révèle ses intentions de jouer. Le gars essaie d'avoir un portefeuille comme les frères Tate. Le jeu n'est pas vraiment une mauvaise chose, surtout qu'ils sont des démons et que c'est une activité recommandée par leur roi. Pour s'assurer que tout se passe bien, Tern veut suivre son frère, ce qui donne à Chris l'impression qu'il commence vraiment à s'inquiéter pour lui. Il taquine le gamin à ce sujet, provoquant une réaction amusante de son petit frère. Tern veut le battre au jeu, tandis que Chris commence à réaliser qu'il va beaucoup s'amuser à l'exploiter à fond. En arrivant à leur destination glamour, Marie et Tern sont stupéfaits. Pour assister correctement à l'événement, Chris leur remet un tas de masques à porter pour assurer leur déguisement. De plus, il lui confie une mission secrète dont Tern n'est pas au courant. Chris lui dit simplement de suivre, et peu après, ils entrent dans le bâtiment. Immédiatement, ils sont pris pour une blague par les gens autour. Ils étaient comme des appâts frais pour remplir leurs poches, après tout. D'humeur à s'amuser, Chris fait un pari avec son frère. Le but est de gagner le plus d'argent en 1 heure, et le perdant doit choisir un titre pour l'autre personne. Chris choisit un titre interminable pour que son frère l'appelle en cas de défaite, et il exploite parfaitement l'ego de son petit frère pour le forcer à accepter le pari. Le petit frère s'avance avec une détermination ardente. Quant à Chris, lors de son premier jeu, il gagne assez facilement, mais il connaît les sombres secrets de la maison de jeu. La maison est maligne, elle flatte votre ego en vous accordant lentement de petites victoires au début, puis retire le tapis sous vos pieds dès que leur cible place un gros pari. Bien qu'ils connaissent leurs sombres secrets, ce n'était pas le cas pour son frère. Il continuait à perdre parce qu'il était pris dans leur piège. Ce qui est pire, c'est que Chris l'énervait dans le but de lui faire perdre encore plus. Alors qu'ils se disputent sur la somme d'argent qu'ils ont perdue, Chris remarque que les escrocs ont déjà repéré son frère comme un perdant. Il sent qu'ils vont bientôt essayer d'exploiter le gamin. Agacé, Tern continue à jouer, même contre les avertissements de Chris. Mais au fond, c'est ce qu'il veut. Quelque temps passe et Tern finit par perdre encore un peu. Pendant ce temps, Marie, qui était devenue invisible, avait déjà localisé tous les escrocs travaillant contre eux.
Pendant ce temps, le pauvre Tern perd une somme stupéfiante de 10 000. Après la séance de jeu, Chris va rencontrer un certain marchand. Les serviteurs sont choqués par son arrivée soudaine, et il ne perd pas de temps en leur ordonnant d'appeler leur maître. Grantle de la guilde des marchands assiste joyeusement le jeune seigneur. Il est réputé comme le marchand rusé, mais en réalité, il est le propriétaire de la maison de jeu qu'ils ont visitée. Chris demande une conversation privée avec le salaud, l'accusant d'avoir escroqué son petit frère avec ses escrocs. En sa défense, le marchand explique qu'il n'a aucun contrôle sur les actions de ses hommes car il possède seulement la salle de jeu. Mais Marie lui inspire littéralement la peur de la mort alors qu'il s'agenouille, s'excusant pour ce qu'il a fait. Il implore la clémence et est prêt à offrir une compensation pour les problèmes causés. La conversation est exactement là où Chris voulait qu'elle soit, car il exige 1 million de roupies pour les dommages. Même le marchand est choqué par sa demande et partage qu'ils n'ont pas ce genre d'argent, alors ce type baisse la barre et descend jusqu'à 200 000 roupies à la place. Heureusement, le marchand peut se le permettre, même si cela leur coûterait beaucoup. Enfin, Chris a une dernière demande. La scène passe aux conséquences de ce que Chris a acheté avec la somme. Il a obtenu beaucoup d'équipements de combat et a même reçu l'épée sainte Gruned comme artefact bonus. Cette arme est vraiment spéciale car elle a été fabriquée par le sacrifice de l'âme du héros. L'arme est restée en usage même après l'état corrompu du héros, et elle était autrefois très vénérée par les démons. Mais dans son état actuel, elle est abandonnée et prend la poussière. Chris a un plan pour elle éventuellement. À part cela, il remet à Marie un beau pendentif qu'elle convoitait comme cadeau, précisant que cela ne signifie rien d'autre. Marie est stupéfaite car c'est la première fois depuis sa mort qu'elle reçoit un cadeau comme celui-ci. C'est vraiment spécial pour elle. Satisfait de sa décision, Chris décide qu'il est temps pour eux de rentrer à la maison. Marie répond avec le sourire le plus heureux et lui propose encore plus de jus de sang à partir de maintenant, ce qui semble étrange jusqu'à ce qu'elle révèle que le jus de fraise qu'il buvait avec joie en contenait déjà. Il espère de tout cœur que ce n'est qu'une blague tordue de sa part. De plus, Chris se rend compte qu'il oublie en fait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'est en fait Tern qui a été volé à mort jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une seule roupie à son nom. Tern rugit contre son frère pour avoir essentiellement dormi et l'avoir abandonné, car ce type a failli être vendu comme esclave si quelqu'un ne l'avait pas reconnu. Le dormeur rappelle à Tern qu'il devrait l'appeler par un autre nom. Après tout, le gamin a perdu un pari, donc maintenant il doit en subir les conséquences. Une expression d'horreur envahit l'âme de Tern lorsqu'il réalise qu'il doit désormais s'adresser en permanence à son crétin de frère, par honorable roi empereur majesté grand frère. Il essaie de prononcer le nom à haute voix. Le pauvre gars avale toute la gêne tandis que Chris prend plaisir à le torturer. Il lui rappelle de l'adresser avec le respect approprié dorénavant. Tern se tourne pour partir, jurant de renverser la situation et de lui faire regretter cela un jour, mais je doute que ce jour arrive jamais. Pendant ce temps, le joueur Chris réalise que sa mort inévitable viendra des mains de ce jeune garçon, et il sait que le salaud, Eschid, est impliqué pour un tel résultat. En tant que fils de Langam, le patriarche par intérim de son clan de magie noire, Eschid est vanté comme le principal héritier de la famille. Et même si Chris n'est pas exactement Christian mais habite simplement son corps, s'il devait devenir l'héritier, il est inévitable qu'il croise finalement le chemin d'Eschid. Sachant ce qui lui arrive dans le futur, il est déterminé à déclarer sa vengeance contre Eschid, mais pour l'instant, il a besoin du soutien total de Meren pour s'en préoccuper. La Sainte Lame, connue sous le nom de Gruned, a rencontré de nombreux défis au cours de sa vie, et pourtant la seule raison pour laquelle personne ne la touche plus est qu'aucun homme n'a été capable de la conquérir. Notre garçon est curieux de savoir comment il se classe sur cette liste et la saisit fermement quand tout à coup elle lui envoie une petite décharge, ce qui signifie que l'épée n'apprécie pas ses pouvoirs de magie noire, ce qui est attendu étant donné qu'elle est la représentation de la lumière. Cependant, le frère est prêt à contourner les règles sur ce point et croit que déchiffrer le schéma de son pouvoir magique devrait faire l'affaire pour lui. Puis il commence à marteler la lame en sachant que cela fait quelque chose. Montrant sa conviction, Chris déclare qu'il a tout le temps du monde pour battre l'arme jusqu'à ce qu'elle cède et lui obéisse enfin. La partie vraiment hilarante dans tout cela, c'est que même l'arme tremble en l'entendant déclarer cela. Quelques jours passèrent, et Chris se rendit au terrain d'entraînement pour rencontrer son père. À sa grande surprise, il voit une femme familière devant ses yeux jusqu'à ce qu'il réalise. Cette femme n'est autre que la commandante des Chevaliers de l'Ombre Noire, une belle et sévère dame appelée Marianne. Elle a une longue histoire derrière elle, étant la fille du chef du clan des Anciens et la maîtresse du clan de la Magie Noire, ainsi que la sœur aînée de son père et de Langam. Marianne protège le chef du clan des Anciens et s'occupe également de toutes les missions secrètes au sein du clan. En d'autres termes, il voyait la femme la plus redoutable parmi les élites du clan de la Magie Noire, bien que cela n'ait fait qu'attiser sa curiosité sur ce qu'elle faisait ici. Le comte Khazar parle à son fils du but de Marianne. Apparemment, elle veut résoudre l'affaire concernant Cox et trouve problématique que Chris ait pris la décision précipitée de mettre fin à la vie de cet homme.
En réalisant qu'elle pourrait servir d'allié à Eschid, Chris pense qu'il est en difficulté. Il remarque en plaisantant qu'il est intéressant qu'une figure importante, comme elle, s'occupe d'une affaire plutôt insignifiante. Répondant à l'audace de l'enfant, la femme précise qu'elle n'est pas là pour Cox au nom de son supérieur, mais qu'elle est là pour Chris. En entendant cela, Chris réalise rapidement qu'il a peut-être obtenu le billet d'or pour enfin gagner la faveur du chef du clan des anciens. Cependant, Marianne est d'un avis différent et pense qu'il est arrogant de la part du garçon de défier quelqu'un comme Mélin, tout en se vantant de la force d'un simple guerrier 2 étoiles. Elle suggère même d'annuler le match, mais notre garçon n'est pas prêt à jeter l'éponge. Il révèle son contrôle sur Grenade, choquant grandement la femme. Marianne ne s'attendait pas à ce qu'il soit un fauteur de troubles à ce point, et elle crie même sur son frère pour avoir dit des choses fausses sur son fils. Après tout, Chris prévoyait d'utiliser une épée sacrée dans le prochain match. Il la nargue, se demandant s'il n'est pas autorisé à utiliser une telle arme, surtout puisque son seul objectif est de gagner, peu importe la méthode à sa disposition. Marianne remarque avec surprise que même le chef du clan des anciens n'a pas pu conquérir Grenade, donc un simple garçon comme Chris va seulement rencontrer sa perte pour avoir été assez arrogant pour l'utiliser. Cependant, Chris est d'humeur à jouer avec son ego et dégaine complètement la lame, révélant qu'il la contrôle totalement. Au début, Marianne se demande s'il s'agit d'une sorte de tromperie ou s'il utilise un faux, mais au moment où elle saisit la lame, elle se brûle la main, ce qui la pousse à jeter la lame de côté. Elle n'arrive pas à croire que Chris manipule l'arme sans problème. Il ne révèle pas la raison principale, mais il dévoile une chose. La seule raison pour laquelle il est capable de faire l'impossible, c'est parce qu'il est un génie. Sa déclaration confiante vient d'impressionner son père, bien que leur attention soit détournée lorsque Molin sort et rejoint la conversation. Elle est impressionnée qu'il ait pu dompter la lame, mais soutient que l'issue de leur bataille ne changera pas, car elle s'assurera qu'aujourd'hui soit son dernier jour. Le combat commence par un coup puissant de Molin, obligeant notre garçon à se mettre sur la défensive. Sa vitesse et sa force sont d'un tout autre niveau, sans aucune restriction pour la retenir. La confiance de Chris commence à faiblir alors que leurs lames s'entrechoquent. Étant donné que Grenade est une épée sacrée, elle affecte le pouvoir sombre de la lame de Molin. Mais un exploit encore plus impressionnant est le fait que ce garçon manœuvre de manière excellente tout en utilisant la lame. Il repousse en fait Molin, ce qui amène le comte Khazar à se demander comment cela se produit. L'observatrice Marianne décompose le processus de ses attaques. Chris ajuste l'énergie du démon chaque seconde pour ne pas subir le contre-coup de l'épée sacrée. Se détachant de la confrontation, Melling demande si son adversaire essayait de prédire ses mouvements à l'instant. Chris partage avec amusement qu'il a un bon œil. Maintenant, il sait que l'escrime nécessite une position initiale pour mener une attaque complète. Par exemple, une frappe vers le bas nécessite de lever le bras et vos épaules trahissent sur le mouvement. Ce détail ne changeait pas, que vous soyez un combattant professionnel ou un débutant. Molin décide de tout donner et le surprend avec une approche différente. Elle utilise une sorte de sort de liaison qui attrape Chris. Bien qu'il profitait de son talent à l'épée, Mélin lui rappelle qu'elle est aussi une mage. Cependant, même cela ne l'affecte pas beaucoup car Chris a dissipé son attaque sans effort en utilisant un artefact de purification. Il doit remercier son père pour cet artefact, même si le comte Khazar ne se souvient même pas de le lui avoir donné. Chris révèle qu'il est un excellent voleur, donc ça va. En dehors de cela, il pense que l'équipement de quelqu'un est aussi un témoignage de son habileté. En disant cela, il lance une sorte de sphère qui explose dans les airs. Melin était distraite quand la véritable orbe est arrivée juste devant elle, explosant violemment et l'enveloppant dans la destruction. Chris se souvient également d'avoir acheté cet artefact, mais il sait que cela ne suffit pas pour battre son adversaire. La lame de Melin traverse le feu et atteint Chris, qui non seulement bloque l'attaque, mais brise aussi son arme avec un sourire. Plus le combat continue, plus il impressionne le comte Khazar. Melin émerge des conséquences de l'orbe et révèle de manière maniaque qu'elle s'amuse beaucoup trop. La fille est devenue folle, et elle est curieuse de voir comment il va gérer sa prochaine attaque. Même Marianne a peur de la voir se déchaîner dans un tel état, mais Chris utilise habilement ce moment à son avantage, laissant son attaque passer alors qu'il pointe la lame sur son cou. La bataille est gagnée, à la grande surprise de Melin, à la déception de Marianne et à l'étonnement de Khazar. Au lieu d'être mauvais perdant, Melin laisse simplement échapper un rire, réalisant qu'il a fait tout cela juste pour faire passer un message. Et maintenant, il veut la récompense pour la proposition qu'il a faite. Cependant, il est également d'accord pour respecter ses souhaits si elle ne veut pas le servir. Melin se demande si elle peut avoir des duels plus excitants si elle choisit de rester à ses côtés. Chris promet qu'ils auront des tonnes de batailles et la fait officiellement devenir son allié. Après le combat, nous voyons la perspective de Marianne, qui n'a pas oublié son contrôle méticuleux sur l'énergie sombre. Elle se souvient vivement que son maître n'a pas pu résister à Grenade pendant plus de quelques instants.
Pour contrôler l'épée sacrée, il faudrait constamment altérer les ondes de magie noire, en contournant son effet de rejet. Mais en pratique ou en combat réel, c'est vraiment difficile. Même le chef du clan pensait seulement que le démon de JN ou peut-être le dragon démoniaque pourrait accomplir un tel exploit, ou peut-être un idiot talentueux qui pourrait manipuler facilement le cours de l'énergie noire sans problème. Dans ce cas, Chris est cette personne. Ayant vu ce qui s'est passé lors de son combat, Marianne envisage la possibilité que le souhait de son père se réalise enfin. Dans la scène suivante, nous voyons l'intimidant chef orc préparer habilement un gâteau à la fraise sous les yeux de Chris. Ses compétences ne sont pas une blague, et le chef est curieux de savoir ce qui amène le jeune maître ici aujourd'hui, de tous les endroits. Apparemment, Chris veut faire des cookies pour pouvoir les offrir à quelqu'un. Sa servante agaçante et bizarre et jalouse qu'il puisse chercher une petite amie. Mais Chris écarte ses pensées, et même si le chef propose de faire des cookies pour lui, cette fois, il veut gérer le processus lui-même. Alors qu'il dit tout cela, il se prend une sacrée éclaboussure de purée de fraises. Les orques battent violemment les fraises, au point que Chris se demande si c'est du vrai sang. En avançant, nous voyons Chris venir dire au revoir à sa grand-tante Marianne. Il savait qu'elle allait partir et voulait lui dire au revoir, un geste qu'elle apprécie. De plus, il lui remet un cadeau emballé. Ce sont de délicieux cookies qu'il a fait avec amour, à son grand plaisir. Marianne apprécie vraiment le cadeau, et le comte Kaiser réalise soudainement pourquoi son fils lui a demandé quel était son encas préféré. Il s'avère qu'il est un maître manipulateur avec les moindres détails. Marianne est encore plus étonnée d'apprendre que le garçon les a personnellement cuisinés pour elle. En prenant une bouchée, elle est instantanément séduite par le goût. Chris voulait entendre ces mots, content de l'entendre. Bien sûr, sa tante veut lui offrir un cadeau en retour pour son geste, alors elle lui permet de demander ce qu'il veut. C'était le moment qu'il attendait. Chris approfondit sa tactique en lui demandant d'être sa vraie tante à partir de maintenant, même s'ils sont déjà liés par le sang. Miriam se demande s'il y a un sens plus profond derrière les mots du garçon, et se rappelle qu'il va participer au rituel du rite sombre. Elle réalise qu'il veut son soutien dans le conflit de succession à venir. Malheureusement, elle ne peut pas lui accorder une telle faveur. Le fait est que les représentants de la famille principale doivent être impartiaux quant au résultat. C'est leur seule et unique règle. Chris soutient qu'il ne cherchait pas vraiment quelque chose comme ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une relation plus proche avec sa tante. Myriam n'arrive pas à croire que cet enfant n'a pas de motif caché derrière ses paroles. Il joue une performance digne d'un Oscar avec son visage adorable, la suppliant de l'aider. Marianne aime son audace, et sachant qu'il a préparé de délicieux cookies pour elle, elle commence à l'apprécier. Elle demande plus de cookies de sa part lors de sa prochaine visite, et voyant leur relation s'épanouir ainsi, le comte Khazar essuie une larme de ses yeux. Chris est ici en train de faire de son mieux, disant à sa tante qu'il va gâcher le goût si elle ne l'aide pas quand c'est nécessaire. Myriam sourit, s'adressant au garçon et lui offrant finalement une chance de rejoindre les chevaliers de l'ombre noire. Elle a déjà pris en compte ses compétences pour son combat contre Melon, et il y a un grand potentiel en lui, encore plus grand que celui du chef de clan aîné. Mais avant qu'il ne puisse révéler ce potentiel, ses rivaux lui poseront beaucoup de problèmes. Myriam est inquiète de cet avenir sombre, tandis que Chris révèle qu'il est prêt à mourir tant qu'il peut surmonter les obstacles sur son chemin. Malgré son invitation, Chris est confiant dans sa victoire et lui assure qu'il gagnera. Ce genre de confiance est presque préjudiciable de son point de vue, mais elle sait qu'il est une exception et qu'il pourrait dire la vérité. C'est pourquoi elle ne peut pas l'arrêter. Myriam monte à cheval et offre au garçon un dernier conseil, le mettant fortement en garde contre la première jeune dame. Juliane semble être la plus douce de toutes, mais Myriam la considère comme une menace plus grande qu'Eshid et affirme qu'il comprendra bientôt pourquoi. Chris apprécie ses conseils et lui fait ses adieux. La scène se termine avec Myriam qui a une opinion positive de son neveu alors qu'elle lui rend son adieu. De retour dans sa chambre, Chris est en pleine contemplation. Myriam et son père étaient tous deux des guerriers compétents de niveau 6 étoiles, mais il n'a pas encore entendu beaucoup parler de leur contribution pendant la Grande Guerre ou du rôle qu'ils ont joué. L'Empire magique comptait de nombreux combattants, et il devinait que le nombre serait au moins suffisant pour causer de sérieux problèmes aux forces de la lumière. Cependant, il ne cherche pas à répéter son passé. Pour l'instant, il est poussé par le désir de devenir encore plus fort. Dans la scène suivante, il partage une rencontre avec son père qui a appelé son fils pour discuter. Mais à sa grande surprise, il ne pouvait pas croire que Chris avait déjà atteint le niveau 2 étoiles. Le gamin a atteint ce niveau en un mois. Chris agit de manière décontractée, rappelant à son père qu'il est différent. Revenant au sujet principal, il se demande ce qui se passe. Le comte Khazar révèle que la maison principale les a contactés et qu'il leur a parlé de la participation de Thurn et Chris au rituel sacré des ténèbres. Malheureusement, seul Thurn a été approuvé pour rejoindre la compétition, et c'est à cause de la mauvaise réputation de Chris de gaspiller la richesse de leur famille et de se livrer à toutes sortes d'actes odieux. Les allégations, ou plutôt les faits avérés dans ce cas, frappent notre garçon comme un uppercut de Mike Tyson. Il est projeté au sol et est au bord de la mort lorsque son père exprime étrangement son soutien pour son fils. Chris se relève et demande si Langam était responsable de la décision principale, mais il s'avère que c'est la main de quelqu'un d'autre qui est en jeu.
Le père et le fils réalisent que c'est l'œuvre de Luan de Baron. Luan est le descendant direct de la maison principale et la principale célébrité de la cérémonie. Explorons ce qu'est vraiment la sainte cérémonie sombre. C'est un rituel où certains candidats partagent un type spécial de ténèbres extraites de l'ombre dimensionnelle. Étant donné que la quantité est limitée et ne peut être partagée que dans une certaine mesure, les candidats sont censés se battre pour prouver leurs compétences. Cela signifie également que les candidats les plus puissants finissent avec la plus grande quantité de ténèbres. En conséquence, c'est la clé pour devenir l'héritier de la famille ou le prince. Dans ce cas, la victoire de Loan fera de lui le 6e prince, et si cela se produit, les plans de Chris seront anéantis. Le comte Kazur souligne qu'il leur parlera encore une fois et qu'ils peuvent toujours utiliser Miriam si quelque chose se passe, mais Chris l'arrête, croyant qu'il est plus que capable de gérer cette situation. Kazar lui attrape l'épaule, reconnaissant le talent du garçon. Cependant, il veut le soutenir cette fois-ci, un geste que l'enfant apprécie vraiment. Cependant, cet enfant est un vaurien insolent qui a sa propre manière de faire les choses, et il fait une grimace vilaine et méchante juste pour prouver un point à son père. Le garçon demande si la famille du comte Tiraman participe également à la cérémonie. Il s'avère que le 3e fils est effectivement un participant, et ce gamin, qui est encore plus misérable que Chris, a fini par se prononcer contre sa participation. Voyant la crise de colère de son père, Chris réalise que son père aime vraiment ses enfants apparemment. Il lui dit de se calmer, car il a l'intention de faire ravaler leurs paroles à ses détracteurs. Il sait que la famille Tiraman organise l'événement de la chasse d'ébène, alors il va simplement devenir un participant de cette chasse. La scène coupe à Miriam retournant auprès de son seigneur après avoir accompli sa mission. Elle parle en termes élogieux de Chris, à la grande surprise du chef de clan aîné, qui se souvenait de lui comme d'un idiot et rien de plus jusqu'à présent. Bien sûr, Miriam croit qu'il a beaucoup changé, alors le patriarche demande si le garçon remplit les conditions pour réaliser son souhait. Le commandant réfléchit que ce souhait, celui dont il est si désespéré, nécessite de renverser le destin lui-même, le désir de briser les chaînes de la mort avec de la magie interdite. Bien que Miriam ne soit pas sûre à ce stade, elle peut affirmer une chose avec confiance. Le garçon est la chance la plus proche qu'il ait jamais d'accomplir ce souhait impossible. En entendant ces mots, le patriarche est content, même si le consensus familial est contre sa participation à la cérémonie sombre. Bien sûr, même le seigneur patriarche n'est pas prêt à s'opposer à la décision parce qu'il pense que le garçon devrait être capable de trouver une solution par lui-même pour surmonter ce défi. Malgré les arguments de Myria en faveur de la participation du garçon, le vieux bonhomme la fait taire de manière inquiétante. Dans sa réflexion sur son comportement, Myriam remarque que c'est exactement le genre d'homme qu'il était. Il avait des attentes exceptionnelles et est devenu impitoyable en réponse. Le chef de clan âgé ne s'attendait pas à ce qu'elle parle si bien du garçon, déclarant « Sensu ». Il appelle Simon, qui est le majordome en chef du clan. Ayant entendu toute la conversation, Simon est chargé de surveiller le garçon de près, observant chacun de ses gestes, jusqu'à la sainte cérémonie sombre. Bien qu'il soit heureux d'exécuter cet ordre, Simon veut aussi jouer un petit tour à l'enfant. Le patriarche en chef le regarde avec un regard froid et lui rappelle de ne pas se laisser aller. Quelque chose me dit que le suceur de sang ici est dangereux comme l'enfer. Pendant ce temps, Marianne souhaite que l'enfant fasse de son mieux, clairement inquiète pour ce qui va arriver. La scène revient à Chris, qui profite de son analyse. Atteindre le niveau 2 étoiles pose un nouveau défi, à savoir atteindre le niveau 3 étoiles, qui semble pour l'instant lointain. C'est précisément pour cela qu'il a besoin d'ébène, et avec cela, il peut accumuler une tonne de magie en un temps relativement court. Grâce à la famille Tiraman qui organise l'événement de la chasse à l'ébène, il a la chance de participer en ce moment. Le seul problème, c'est que même après avoir atteint l'objectif de capturer la bête Carozzo, l'acquisition de l'ébène n'est pas garantie. Une condition spéciale doit être remplie pour l'obtenir complètement. Chris sort de la calèche, rencontrant le vieux marchand qui semble les mains vides. Au moment où il lâche son sac, notre garçon le jette et révèle une tonne de fichues pièces comme cadeau pour lui. Clairement, il ne cherchait pas cela comme un cadeau. Chris le taquine énormément, lui rappelant qu'il est au courant de ses affaires illégales et comment le gros homme a également évité les impôts. Ces vérifications soudaines le tuent, mais Chris est plus qu'heureux de fermer les yeux tant que le marchand nettoie son bazar. Enfin, il est venu ici pour quelque chose appelé la pilule grise. C'est un objet exquis disponible uniquement sur le marché noir. Et devine quoi? C'est cher comme pas possible. Chris s'en fiche complètement et demande à Marie d'utiliser ses méthodes. La nana devient complètement folle et sort ses armes de torture pour l'attraper. C'est la méthode la plus simple, parce que ce type cède instantanément, ce qui amuse beaucoup Chris. En plus de cette demande massive, il veut aussi qu'il lui trouve une bonne dague et une armure. En disant cela, il monte dans la calèche, et pendant que le vieil homme le maudit intérieurement, il s'effondre de défaite. Marie apprend que le jeune maître a encore une destination à gérer avant de rentrer chez lui. Il dit au cocher de s'arrêter et poursuit son chemin. Marie le voit en train de fixer une sorte d'aphrodisiaque.
Cet élixir rose semble intimidant pour notre garçon, tandis que Marie se demande s'il s'est engagé dans des activités suspectes récemment. Chris nie les allégations, tandis que le regard de Marie passe à 100 avec ce regard à la Jojo. Chris a apparemment besoin de l'aphrodisiaque pour quelqu'un d'autre, spécifiquement son père qui semble vieillir. Quant au serveur, il dit au salaud de garder cette conversation secrète jusqu'à sa tombe. Quoi qu'il en soit, Chris retourne voir son père avec son frère. Torturez Terne comme il se doit, frère, le fait dire son titre interminable. Terne conseille simplement à son frère de ne pas se blesser pendant la chasse d'ébène tandis que notre garçon le taquine pour s'inquiéter de son frère. Leur querelle est interrompue lorsque leur père ordonne à Chris de casser la figure aux concurrents de la famille Tiramin. Le mage génial promet qu'il reviendra avec de bonnes nouvelles. Assez drôle, le comte Khazar n'en a pas fini avec le long titre et taquine Terne à ce sujet aussi. La scène coupe au domaine Tiramine où un serveur gobelin orange ne permet pas à Chris d'entrer dans le manoir. Chris apprend que le jeune Lord Alois a émis un ordre exclusif lui interdisant d'entrer. En mettant la pression avec ces mots, le jeune maître demande s'il doit rester ailleurs dans la capitale. Le pauvre gobelin est intimidé, mais, hélas, il dit essentiellement oui. Bien que les serviteurs de Chris interviennent pour protéger son nom, il les arrête et continue de mettre la pression, demandant qui va payer l'hôtel. Le serviteur répond qu'il peut simplement facturer la famille Tiramin pour cela, ce qui est de la musique aux oreilles de notre garçon. Quelque chose me dit que cet homme est sur le point de vider leur banque. Et c'est exactement ce qui se passe parce que ce petit malin choisit en fait l'hôtel le plus extravagant, ce qui va leur coûter 100 000 roupies pour leur séjour. Chris est plus qu'heureux de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre pendant qu'il y est. Pendant qu'ils discutent de la suite, le coffre s'ouvre avec Marie qui en sort comme une mauvaise surprise. Chris ne s'attendait pas à ce résultat et se demande ce qui ne va pas chez elle. Elle a fini par se cacher dans ses bagages en tant que sa servante la plus fidèle. Chris est clairement agacé quand tout à coup Alois, le troisième prince, lui hurle dessus pour leur avoir remis une facture géante. Notre garçon le traite comme une plaisanterie malgré le fait qu'Alois soit la vedette de la chasse d'ébène de l'année. Bien sûr, Chris ne voulait pas simplement rester dans n'importe quel hôtel, alors il a choisi le plus bel établissement auquel il pouvait penser. Il nargue Alois pour être en colère, surtout quand c'est lui qui a donné ce genre d'ordre. Énervé, Alois libère une bête prête à se battre ici et maintenant. Cette créature est en fait la bête de style Tiraman avec une capacité à contrôler la magie. Différente des techniques de dressage, cette technique impliquait l'utilisation de la magie noire pour contrôler les bêtes par la peur. Certains sentiments sont instillés dans la créature et le processus est complexe, nécessitant du temps pour être maîtrisé. Quoi qu'il en soit, Chris s'en fiche complètement car il est plus qu'heureux de tabasser le chaton. Il demande à Marie de sortir leur propre défense contre un chat effrayant comme celui devant eux. En réponse, Chris se prépare un fichu bâton, provoquant Alois à venir l'affronter. Le prince enragé libère la créature intimidante pour attaquer Chris, et je ne vais pas mentir, il a peut-être bloqué cette attaque juste maintenant, mais il a dû avoir un sacré courage pour tenir bon. La créature renverse en fait Chris, le faisant narguer le troisième prince pour avoir abusé du nombre dans un combat. Il pose une condition. La condition est simple. S'il gagne cette bataille, il va rejoindre la chasse d'ébène en tant que garde du corps et non comme conducteur. Alois est trop occupé à s'enrager. Il monte la créature et tente d'écraser Chris en une seule attaque. La bête brise effectivement le sol à l'impact, mais l'humain est introuvable. Bro surgit de derrière comme un ninja sournois et tabasse Alois avec son bâton de destruction en bois. Après avoir encaissé une bonne partie de ses attaques, Alois devient encore plus agité. Cependant, cette fois, lorsque la créature essaie de le charger, elle voit quelque chose. Elle est repoussée par la peur intimidante de la mort planant sur Chris, ce qui la fait reculer en geignant comme un froussard. Alois, maintenant encore plus honteux, ne sait pas ce qui se passe. Le plus drôle, c'est que tout ce que Chris avait à faire, c'était de lancer un sort d'illusion pour tromper la créature. Mais il pense que cela fonctionne comme un charme contre les créatures stupides. Le troisième prince refuse de se soumettre et invoque une deuxième bête à sa place. Cette fois, c'est un cheval. Chris n'a pas peur et lui fait la leçon sur un détail intéressant concernant les voyous. Puis il se jette en avant, le mettant KO d'un seul coup. Chris termine sa phrase, soulignant qu'il ne va pas attendre la fin du chapitre juste pour laisser son adversaire sortir une capacité. Franchement, il a dit que ce n'est pas Dragon Ball Z et que tu n'es pas Goku devenant Super Saiyan 3. Le jeune maître indulgent profite d'une séance de jeu peu de temps après. Oui, apparemment c'est sa façon de se reposer, ce qui est un repos assez coûteux si vous voulez mon avis. Le vaurien veut simplement profiter d'honorer son nom. Marie est d'accord pour qu'il fasse ce qu'il veut, tant qu'il ne boit pas. Le pauvre gars doit se contenter de ginger ale au lieu d'alcool, ce qui est sans doute une bataille plus difficile que celle qu'il a eue plus tôt. Les serviteurs de la famille Tiramin sont déconcertés de devoir surveiller ce type sur ordre d'Arlos. Cher se tourne pour leur offrir une chance de profiter du jeu avec lui. Après tout, il a fini par botter les fesses de leur maître, donc il y a de bonnes chances qu'Arlos ne se réveille pas avant demain. L'offre semble tentante, mais ses serviteurs sont loyaux à Arlos, alors il décline. Eh bien, ce qui se passe vraiment, c'est que ce gars se fait complètement assommer après s'être un peu trop laissé aller.
Frérot est tellement assommé que même les domestiques pensent qu'ils ne devraient plus s'inquiéter pour lui. Ils vont juste rédiger le rapport et terminer leur journée. Le plus drôle, c'est que c'était son plan depuis le début. Chris les manipule sans effort et se demande s'ils vont bouger. Il emballe ses affaires, disant à Marie de ne pas le suivre, ce qui, comme on peut s'y attendre, doit être une décision vraiment difficile pour la bonne bizarre. Aussi, vous vous souvenez de l'aphrodisiaque d'avant? Elle pense toujours qu'il l'utilise pour lui-même au lieu de son père. Marie a honte qu'il sorte pour passer du temps avec des dames. Chris est déconcerté par son manque de filtre car apparemment elle pense dans une seule dimension. La scène coupe à la chaîne de montagne Kaitam, censée être le domaine caché de la famille Tyramine. Des bêtes démoniaques y courent en liberté, c'est pourquoi Chris localise leur terrain de chasse. Il le trouve rapidement et pense que la sécurité est vraiment nulle, avec seulement 2 gardes protégeant l'endroit. Grâce à sa magie d'invisibilité qu'il a apprise de sa stupide servante, il peut passer juste à côté d'eux sans craindre d'être attrapé. En s'approchant de l'hôtel, Chris sait que c'est ici que l'obscurité accumulée atteint son apogée. L'endroit est tout aussi effrayant qu'il le pensait, mais maintenant il doit réfléchir à un moyen de rassembler l'obscurité. Se remémorant sa conversation avec un fichu Fury, il se souvient que le but est de pousser Carazo à se suicider. La bête doit être conduite à une peur extrême, au point de voir la mort comme sa seule échappatoire. Dans le conflit qui suivra un sentiment de terreur et de joie, un moment parfait surgira où la lumière se transformera en ténèbres. C'est aussi la raison pour laquelle Tyramine contrôle les bêtes à travers leur chasse aux ténèbres. En ce moment, le véritable objectif de Chris est de voler leur technique secrète et de permettre au mélange d'aphrodisiaque qu'il a obtenu de plonger Carazo dans une frénésie forcée. Ensuite, il volera les ténèbres pour lui-même. Mais malheureusement, il n'a pas assez de temps pour maîtriser la technique. Alors il essaie une autre méthode. Soudain, Chris ressent une présence terrifiante, ce qui le fait sursauter et se demander s'il y a quelqu'un autour. Mais étonnamment, il n'y a personne. Il est attiré par une grotte vide où en entrant, il ressent une incroyable force de malveillance l'accueillir. Cet endroit sinistre est entouré d'une barrière de magie noire de haut niveau. À sa grande surprise, ce qu'il voit devant ses yeux est la faille de GN. GN est en fait le domaine des démons et des monstres, et c'est effrayant à bien des égards. C'est le seul endroit qui se connecte au royaume humain, ce qui mène à une idée intéressante. Chris pourrait en fait forcer Carazo à venir ici en utilisant son aphrodisiaque parfait comme appât. Convaincu de cette méthode, il pense avoir ce qu'il faut pour mener à bien la chasse. Mais alors qu'il se retourne pour partir, le suceur de sang surgit de nulle part, impressionné et intrigué par les actions du jeune maître jusqu'à présent. Il était là pour assister au combat de Chris contre Arlos et à son impressionnante manipulation de ses serviteurs. Maintenant, l'enfant était sur le point de déployer un plan élaboré aussi. Cela excitait le grand intendant de jouer avec lui. En réfléchissant à un plan, Simon tend la main pour saisir la faille de GN, qui finit par laisser échapper du sang en conséquence. La faille l'appelle par son nom, le qualifiant de traître dans un retournement de situation choquant. Simon passe à l'action. Le jour de la chasse est enfin arrivé, avec Carlos représentant le drapeau de sa famille. Freestyle Score, Chris lui lance des pics en face pour avoir agi de manière hautaine malgré sa défaite. Carlos réplique en se moquant de lui pour avoir apporté l'épée sacrée inutilisable, mais Chris pense qu'il devrait tester l'intégrité de l'arme en le battant avec. Leur échange se termine lorsque le troisième prince ordonne à son équipe d'attirer Carazo vers l'hôtel. Il veut que les gardes et les mages le suivent. Pendant ce temps, Chris se méfie de la chauve-souris secrète qui les observe. Il est content d'aider le prince capricieux et va attendre les autres à l'hôtel. Le mage est agacé par lui et lui demande de s'asseoir s'il va agir comme un gêneur. Chris accepte joyeusement cette offre et s'éloigne librement, ce qui met le mage en colère. Arlos le contrôle et souligne qu'il devrait se concentrer sur la chasse. On dit à Chris de garder le drapeau comme le vaurien qu'il est, ce qui est la tâche la plus facile du monde pour l'instant. Alors qu'il s'amuse, il sait que les choses vont dans son sens. De plus, il a fini par acquérir la dague et l'orbe de Grand-El comme prévu. Chris observe Arlos et le mage occupés par l'observation. Il sent la présence de Carazo alors que la bête aux yeux perçants arrive enfin. D'un seul regard, on pourrait penser que cet animal stupide est la créature la plus mignonne qui soit. Arlos est prêt et libère le rituel magique pour lier la créature. Mais malgré ses manipulations, Carazo ne fait que s'enrager au lieu d'être séduit sous son commandement. Le troisième prince n'avait pas anticipé ce résultat et se fait gifler violemment au sol. Le mage se précipite pour vérifier l'état de son maître. Pour aggraver les choses, il a été empoisonné, ce qui a poussé les mages à ériger immédiatement une barrière défensive. Mais en regardant cette bataille de loin, Chris pense que rien ne se passera comme prévu, surtout qu'il a déjà rendu la bête sauvage en utilisant l'aphrodisiaque. Heureusement, Arlos avait l'antidote sur lui, mais même lui sait qu'ils vont rencontrer de sérieux problèmes si c'est ce à quoi ils sont confrontés. Les gardes interviennent pour repousser la créature, mais soyons réalistes, ils ne vont rien faire contre un oiseau géant enragé qui les repousse avec sa taille imposante. Arlos est sur le point d'être projeté au sol et se prépare à l'impact, quand soudain Chris vient à son secours, défendant contre l'attaque tout en grillant sauvagement Arlos au sol. Bro lui dit qu'il est pathétique et qu'il est prêt à aider tant que le troisième prince le considère comme un frère.
Arlos résiste jusqu'à ce que Chris envisage la possibilité de laisser cette créature sauvage déchaîner sa fureur contre le prince. Les gardes du corps sont déjà à terre et les barrières ne fonctionnent pas. Arlos, malgré son ego, supplie le scélérat de l'aider. Ravi d'entendre ces mots, Chris écarte joyeusement la créature d'un coup de son arme. Il utilise alors un sort de liaison, choquant Arlos par son utilisation soudaine de la technique. Cependant, en réalité, il ne faisait qu'une parodie de la technique originale. Ce n'était rien de plus qu'une technique de niveau moyen. La bête Carazo résiste, mais heureusement, Chris la contrôle exceptionnellement bien. Arlos réalise ce qui se passe. Chris l'a trompé et a pris le contrôle de la bête pour son objectif personnel. Il conduit Carazo jusqu'à la grotte secrète de Gehenna. L'endroit inspire la peur de la mort à la créature jusqu'à ce qu'elle atteigne l'état doré qui l'attendait. Profitant de ce moment opportun, Chris plonge sa lame dans le corps de la créature. Au moment où Arlos et ses hommes arrivent, c'est déjà fait. Le troisième prince est inquiet pour leur sécurité et insiste sur le fait qu'ils devraient partir dès que possible. Mais Chris n'a pas l'intention de le faire et leur montre l'orbe cendré qu'il a acquis de la bête. Clairement, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Le mage rugit contre lui pour être intervenu tandis qu'Arlos fait un 180 et remercie notre garçon d'avoir sauvé la vie de ses hommes. Après tout, c'est seulement grâce à lui qu'ils ont évité un sort plus sombre. Cela fait presque se sentir mal, Chris, surtout puisqu'il a secrètement ruiné la chasse pour lui en échangeant l'orbe avec un faux. Cependant, Chris n'est pas prêt à céder et rappelle à Arlos qu'il doit désormais l'appeler grand frère. C'est une remarque taquine envers quelqu'un qui est déjà plus âgé que vous. Au milieu de leur plaisanterie, ils ressentent tous les deux une pression soudaine et écrasante émanant de près. Deux yeux terrifiants les fixent depuis l'obscurité. Chris sait qu'ils sont en grand danger dès qu'ils posent les yeux sur un démon de Géhenne. Cette monstruosité géante les accueille avec un visage effrayant et sautant à sa protection, Arlos dit à notre garçon de s'enfuir tant qu'il le peut encore. Je commence à l'apprécier beaucoup plus maintenant. C'est un bon changement. Prenant note de la maudite chauve-souris qui les espionne, Chris lance sa lame directement sur la chauve-souris, perturbant ainsi le signal de Simon. Il n'arrive pas à croire que l'enfant ait remarqué sa connexion, et maintenant que sa chauve-souris a été détruite, il ne peut rien faire si les choses tournent mal, même après avoir utilisé ses arts de lignée. Simon réalise qu'il doit se dépêcher immédiatement, sinon ils mourront tous. De retour à la grotte, Chris exprime qu'il déteste être espionné en secret. Le démon rit, croyant que c'est un souhait de mort pour le garçon. Se remémorant ses batailles pendant l'âge de la ruine, Chris sait pertinemment que ce type est au moins au niveau 5 étoiles. Cela signifie qu'il ne peut pas affronter le Led Sukuna ici, mais il peut faire une chose. Arlos lui crie dessus pour avoir gaspillé sa puissance magique, et comme le sort de sommeil de Chris n'a pas fonctionné sur lui à l'instant, le frère utilise la méthode à l'ancienne de lui donner un coup de poing pour l'assommer. Avec le prince inconscient, le démon envisage la possibilité d'un sacrifice offert. Le plus drôle, c'est qu'il est même prêt à épargner Chris pour le tribut. Notre garçon lui dit qu'il parle beaucoup trop et sort la grenade de l'épée sacrée. Le démon est impressionné, mais il pense qu'il est inutile de sortir une arme que même Chris ne peut pas utiliser. Il lance sa première attaque, obligeant Chris à la bloquer. Mais même aussi compétent qu'il soit, il est submergé par l'attaque au point de cracher du sang. Les choses semblent vraiment mal tourner et le démon attentionné offre au garçon une seconde chance de sacrifier ses compagnons. Mais non, ce gars est un sauvage né et compte bien le rester en crachant au visage du démon. C'est le plus proche d'un va te faire foutre sans utiliser de mots. Chris se libère et utilise l'ébène qu'il a obtenue, recouvrant sa lame de lumière dorée. Le démon de Géhenne est choqué qu'il puisse contrôler la lumière malgré le fait qu'il soit une créature des ténèbres. Chris est content d'avoir déjà fait trembler le démon. Le démon lance une attaque puissante pour anéantir Chris là où il se tient. En réponse, notre garçon déclenche un puissant coup de sa lame, traversant la sphère de ténèbres et tranchant le corps du démon. Mais même après avoir dépensé autant de puissance, Chris comprend que son corps n'est pas encore prêt à la contrôler. Il s'évanouit peu après, se remémorant le mouvement qu'il a utilisé dans sa vie précédente. Le flash de la mer morte, le mouvement qu'il vient d'utiliser, est une capacité inspirée par le rayon de lumière unique qui repose au-dessus de la mer morte. Et malgré l'utilisation d'une telle technique, son ami n'était pas digne de la maison meilleure. Mais il croyait fermement au potentiel de Chris, pensant qu'il deviendrait la lumière pour sauver leur monde. Voilà la définition de la véritable confiance d'un ami en vous. Observant la performance du garçon, Mefina, un être supérieur des ténèbres et le premier siège des 7 cercles de Géhenne, le regarde avec intérêt. De retour au domaine, notre garçon se réveille enfin après avoir été inconscient pendant 2 jours d'affilée. Son corps se sent raide, mais ça va. Heureusement, l'obscurité qu'il a obtenue est avec lui. Il se souvient avoir entendu la voix de Mefina juste avant de s'évanouir, réalisant qu'il s'attire plus d'ennuis qu'il ne le pensait. Dans ce monde, les démons prometteurs avec leur talent étaient souvent remarqués par les diables de haut rang, qui favorisaient leur croissance avec leur bénédiction. Mais c'est juste une façon minable pour les perdants qui ne peuvent tout simplement pas grandir par eux-mêmes. Ou du moins, c'est ce que notre